Bon, donc là, c'est le moment du traumavertissement. Trigger warning. Nous allons parler dans cet épisode de violence à caractère sexuel et d'agression sexuelle. Oui, exactement. Y a-t-il d'autres traumavertissements? Non, je pense pas. Ok, excellent. On y va. Parfait. Bon après-midi, Sophie. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien, et Comment tu te toi? sens? Ben, un peu fébrile, mais ça Ouais, va. ouais, parfait. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de comment on se connaît, comment on s'est rencontrés, puis tout ça? Oui, certainement. Fait qu'en fait, les deux, on a eu la chance, parce que oui, c'est vraiment une opportunité d'aller travailler au camp de la Fondation Tim Hortons. Et dans le fond, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc, on était deux moniteurs de camp qui ont décidé d'aller vivre une expérience hors de l'ordinaire parce que Mhm. oui, le camp de la Fondation, c'est vraiment une expérience unique en Ouais. soi. Mais aussi, c'est le fait de travailler avec des enfants qui sont pas nécessairement neurotypiques, donc qui Mhm. ont quand même des situations de vie assez atypiques. On parle d'ici de violence, d'abus, négligence. Ouais. Et les deux, on a voulu aller vivre ce type d'expérience-là, puis pouvoir redonner au prochain. Mhm. Puis c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Tout de suite, ça a vraiment cliqué. Ouais. On s'entendait super bien. Les deux, on avait le même type d'énergie. Les deux, on Ouais. était super dynamiques. Vraiment. On était deux boules d'énergie qui voulaient tellement faire en sorte que les enfants passent un séjour Le mémorable meilleur que été de leur vie, là. c'est ça. Fait que ça a vraiment cliqué rapidement. Puis on est devenus des amis. Ça Ouais. s'est vraiment fait rapidement. Vraiment. Le camp, c'est tellement fou parce que c'est comme un... C'est tellement un monde en soi, là. Quand t'es Mhm. au camp, c'est comme Mhm. t'es dans une bulle, puis c'est tellement, genre, high energy. Ouais, Tu sais, t'es à comme 200%, puis des ouais. fois, quand tu sors du camp, tu retournes dans la vie, t'es comme, ah, c'est plate. Oui, c'est ça. Ici. Ouais. C'est vraiment comme une micro-société. Vraiment. Fait que c'est ça qui est difficile des fois à comprendre, c'est que tu passes tellement de temps avec 30 autres humains qui ont des forces, des faiblesses que tu cliques pas nécessairement avec. Mhm. Puis c'est vraiment difficile parce que passer autant de temps avec d'autres êtres humains, oui, l'être humain en soi, c'est un être social, mais on s'entend que commencer à les voir 24 heures sur 24, c'est pas facile. Puis là-dedans, t'ajoutes 8 jeunes que tu as dans ton groupe, que tu dois t'occuper de la routine du matin, le soir. C'est 24/7, là. 24/7, c'est ça, s'assurer qu'ils prennent leur douche, qu'ils font tous les trucs en lien avec leur hygiène. Qui Fait que mange. c'est ça, puis qu'ils mangent. Il y en a même qui cachaient de la La nourriture dans discipline leur à la poche. table, C'est ouais. Tout, ça. là. Ouais, ouais. Tout. Puis souvent, ces jeunes-là, l'éducation, ils n'en ont pas nécessairement eu parce qu'il n'y avait pas vraiment de présence parentale dans ces milieux de vie-là. Ouais. Fait que c'est des jeunes qui nous arrivent de tous les milieux. Fait qu'il faut essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien assez rapidement en sécurité puis qu'on puisse veiller à leur bien-être. Puis on devient un peu comme des mini-parents, là. Ouais, On est vraiment. vraiment comme un mini-papa, maman, puis on essaye de veiller à leurs besoins le plus possible. Fait que ça demande beaucoup d'énergie. Puis travailler 24 heures sur 24 à l'âge de 20 ans, 18 Ouais. ans, 23 Moi, ans, peu j'avais importe. 17 ans quand j'ai commencé au camp, là. Ah, c'est ça. Moi, j'en avais 20. Fait que c'est comme si on se fait mettre dans un rôle de parent alors qu'on n'a aucune expérience parentale. Mhm. Fait que c'est vraiment difficile, mais c'est une des expériences les plus extraordinaires que Ah j'ai ouais. jamais vécues. C'était tellement de fun, là. Moi, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement eu du plaisir. J'ai rencontré, tu sais, plein de gens Ouais. super fantastiques que je garde encore dans ma vie, dont toi. Oui, exact. Fait que voilà. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Est-ce que tu veux me dire pourquoi je t'ai invité aujourd'hui à venir chez moi à Gatineau pour t'enregistrer? Oui. Fait que dans le fond, toi, tu m'avais parlé de ton plan de vouloir faire un podcast puis d'adresser certains problèmes médicaux. Ouais. Et moi, ça a donné que quand tu m'en as parlé au mois de décembre, je venais d'apprendre au mois d'octobre que j'avais un diagnostic de fibro puis que je fais partie des gens, fibromyalgie. Ouais, C'est fibromyalgie. ça, juste qu'on soit clair là-dessus. Puis, je fais partie des gens qui sont très jeunes pour recevoir ce type de diagnostic-là. Mhm. Fait que ça peut être en soi très épeurant. Fait que c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ça, moi, j'ai décidé comme personne de pas aller lire sur la maladie Mhm. parce que des fois, ben, on vient qu'on lit puis qu'on s'ajoute des symptômes qu'on n'a pas, Ouais. on s'en crée. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ton côté médical que tu veux ajouter au podcast, je pense que ça peut juste être bénéfique. Comme ça, je suis sûre d'avoir les bonnes informations. Ben oui. Puis en même temps, ben, si ça peut aider d'autres gens qui ont vécu une expérience sensiblement pareille à la mienne ou Ouais. qui ont certaines ressemblances, ben écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir de les aider puis d'être là pour eux. Ouais. Fait que t'as un diagnostic de fibromyalgie. Oui. As-tu d'autres diagnostics?
Oui, en fait, j'ai eu à l'âge d'à peu près 7-8 ans un diagnostic de TDAH. Donc, c'est ça, dans le fond, on m'avait diagnostiqué l'hyperactivité assez rapidement parce qu'ils ont réalisé que je n'étais pas capable de rester concentrée en classe, puis que non seulement je ne restais pas concentrée, mais j'étais tout le temps en train de courir dans la classe, marcher. Ouais. J'arrivais à pas vraiment faire les activités qu'on demandait. Et j'avais vraiment de la misère à suivre le concept de comment l'école fonctionnait. Tu sais, c'était vraiment un Ouais. système spécifique pour certains jeunes, puis moi, je ne fitais pas du tout dans ce cadre-là. Fait que rapidement, on m'a diagnostiqué ça. Ensuite, plus tard, avec tous les troubles digestifs que j'avais, on m'a diagnostiqué le trouble du syndrome du côlon irritable. Mhm. Et ensuite, c'est plus tard que là, on m'a dit que j'ai eu avec ce dont on va parler aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique en lien avec les abus. Ouais. Et ensuite, j'ai eu un diagnostic d'anxiété généralisée Mhm. et au mois d'octobre, la La fibromyalgie. fibromyalgie. Ouais. My God, c'est comme... ça s'empile, là. Oui, absolument. Oui. Beaucoup de choses. Ben écoute, merci déjà d'avance de participer. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Comme quel genre de personne tu es, comment tu te définis, comment tu te décris aux autres. C'est qui, Sophie? Absolument. Fait que, dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, j'ai tout le temps été un enfant que je me considérais différente. Genre, je sentais que je faisais pas partie de la société. J'étais pas née dans la bonne époque. Je trouvais les gens beaucoup tristes, un peu dépressifs. J'ai trouvé tout le temps un peu maussade. Puis je trouvais Sérieux, ça, ouais. ouais, sérieux. Je trouvais ça vraiment triste. Puis à un moment donné, je me rappelle, là, c'est un de mes plus vieux souvenirs, j'avais peut-être 3-4 ans. Puis j'avais fait une niaiserie. Puis j'avais fait rire tous les membres de ma famille. On était au chalet familial. Puis je me rappelle de m'être dit dans ma tête, ce type d'émotion-là, je veux faire en sorte que les gens se sentent tout le temps comme ça quand ils sont Ouais. autour de moi. Fait que s'il le faut, je vais tout cacher mes traumas, je vais cacher les tristesses, je vais cacher mes émotions, juste pour que quand les gens soient autour de moi, qu'ils se sentent bien. Puis rapidement, j'ai eu l'étiquette d'un enfant qui était enjôleuse. Mm. Avec le temps, ça m'avait beaucoup insultée parce qu'enjôleuse, on associe ça beaucoup à la séduction, Mhm. au fait de vouloir plaire et tout. Puis moi, c'était pas une question de plaire, c'était une question de rendre les gens bien autour de Ouais. moi, les faire sentir joyeux parce qu'on le sait qu'il y a mille et une raisons d'être triste dans la vie, mais comme parfois, on peut-tu juste comme être bien, tu sais, Mhm. avoir des petits bonheurs, être heureux, puis de partager les trucs positifs. Ouais. Fait que moi, j'étais ce petit enfant-là, full énergique, boule d'énergie, dynamique, drôle, toujours plein de projets. Toujours, toujours, toujours. Moi, j'avais mille et un projets, je voulais faire tous les sports, fait que j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du soccer, j'ai joué au basket. Je voulais tout le temps essayer des nouvelles choses. Mhm. Puis j'adorais ça, là, faire du sport, c'était un peu mon échappatoire. Fait Ouais. que pour ça, j'ai comme rapidement, au niveau social, c'était pas un défi pour moi de se faire des amis parce que je faisais des liens super facilement. Mais après ça, en vieillissant, j'ai commencé à m'effacer de plus en plus, surtout quand que j'ai eu le diagnostic de TDAH. Souvent, on va te mettre sur une médication. Ouais. Puis moi, la médication qu'on m'a donnée, c'était le Ritalin, puis ça m'a complètement éteint. Ouais. Complètement. J'étais tout le temps Ça te rendait fatiguée. zombie un Ça peu. me rendait zombie. Je me reconnaissais plus. J'étais plus moi-même. J'étais plus bien dans ma peau, mais j'arrivais pas à le dire parce que je savais qu'on m'avait dit que ce médicament-là allait m'aider pour me concentrer à l'école, déjà que j'avais des gros défis scolaires. Mhm. Fait que j'ai accepté, mais avec le temps, je suis devenue un peu plus fantôme, là, tu sais, moins souriante, moins énergique. Puis je me suis retrouvée à la fin du secondaire. Je fais non, c'est quoi, moi, j'arrête de prendre la médication, je veux vraiment me retrouver. Ouais. Puis finalement, secondaire 4 et 5, quand on regarde dans mes albums de finissant, ça dit toute la fille, boule d'énergie, énergique. Tout le monde écrit ça dans mon agenda, Mhm. dans mon album. Fait que j'étais vraiment contente de faire comme, OK, je me suis retrouvée. Là, Ouais. La fille énergique est là, puis la Ouais. fille active est revenue. Fait que ça, c'est pas mal moi. Fait qu'en bref... Fait qu'en bref, toi, t'es quelqu'un qui est énergique, qui est sportive, qui aime ça, faire sourire les gens, faire rire les gens, un peu propager le bonheur autour de toi. Exactement. Excellent. J'aime ça. OK. Fait que, parle-moi un petit peu de comment est-ce qu'on est arrivé au diagnostic de fibromyalgie? Oui. Fait qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'étais plus jeune,
j'essayais beaucoup d'être avec les gens, de les faire sourire, puis de les faire sentir bien. Puis éventuellement, j'ai rencontré un membre de ma famille élargie que cette personne-là, elle voyait les failles en moi. Elle voyait que j'étais quand même triste de l'intérieur, puis elle voyait que j'étais comme pas nécessairement bien. Puis cette personne-là a commencé à un peu vouloir me faire voir la vie avec des lunettes roses en essayant de mettre des choses comme positives puis me faire sentir bien. Ouais. Fait que lui, sa façon, ça a été de me faire croire en l'amour. Puis c'est là qu'il a commencé à me faire vivre des attouchements, des agressions. Puis ça a été vraiment difficile parce que je savais que c'était pas correct qu'est-ce qui se passait. Puis il me disait souvent que c'était un secret, qu'il fallait pas en parler, que c'était notre secret. Puis avec le temps, j'ai commencé à me dissocier quand ça se passait. Mais là, ce qui se passe, c'est que tu envoies le mauvais signal à ton cerveau. Tu envoies tout le temps le signal à ton cerveau que tu es en danger. Fait que moi, j'ai commencé à comme créer beaucoup de cortisol, tu sais, à produire énormément de cortisol. Mais vu que j'en produisais beaucoup trop, ça a commencé tout le temps à mettre mon corps en mode survie. Puis quand tu mets un corps en mode survie, c'est pas bon du tout, là. Fait que ça fait en sorte que j'ai commencé à développer de l'anxiété chaque fois qu'il était proche de moi, chaque fois qu'il était... Puis là, cette anxiété-là que j'écoutais pas, parce que veux pas, ton corps t'envoie des signaux, il te dit « Hey, éloigne-toi de cette personne-là, essaye de pas la voir ». C'était difficile parce que cette personne-là était un membre de ma famille élargie, fait que veux pas, je voyais dans toutes les occasions familiales, fait que c'était super difficile de m'en éloigner. Fait que c'est pour ça que je pense que mon corps, à un moment donné, il disait « Écoute, t'écoutes pas nos signaux, mais on va te mettre des signaux plus forts. Fait que là, j'ai commencé à plus être capable de manger. Puis, éventuellement, j'ai eu une phase où je souffrais tellement de ces abus-là. Je savais plus comment le faire arrêter. Fait que j'ai décidé de faire 1+1. Tu sais, si j'arrête de manger, mon corps va arrêter de bien fonctionner. Fait que dans ce cas-là, je vais juste arrêter de manger. Comme ça, j'aurai plus besoin de vivre. Puis j'aurai plus besoin de vivre dans son ombre à lui, dans ses agressions. Fait que j'ai arrêté de manger. Mais rapidement, mes parents s'en sont rendus compte que j'ai arrêté de manger. Et un moment donné, j'ai regardé mon père, puis j'ai dit « À quoi bon vivre si je pour tout le temps souffrir comme ça? » Parce que eux, pour mes parents, ils voyaient juste tous les problèmes digestifs que j'avais, le fait que je vomissais tous les matins, que je n'étais pas capable de fonctionner, que je manquais beaucoup d'école à cause de ma santé. Mais eux, ils n'avaient aucune idée des agressions. Absolument pas. Puis ça a commencé à quel âge, tes agressions? À 7 ans. OK. Ouais. Ça a duré combien de temps? Environ 7 ans. OK. Fait que de 7 à 14 ans. Oui, exactement. Okay. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, ça a fait en sorte que mon père, il a vraiment eu peur quand je lui ai dit ça. Il a dit « Sophie, là, on s'en va voir un gastro-entérologue. Là, il faut que ça change parce que j'ai peur de te perdre. » Quand tu lui as dit que tu voulais plus manger? C'est ça. Ben d'abord, je lui ai dit que à quoi bon vivre si je pourrais souffrir de même tous les jours. Okay. Mais lui, il comprenait pas le message derrière ça. Moi, la souffrance, c'était pas la nourriture, c'était les agressions en soi. Ouais. Fait qu'on était voir un gastro-entérologue, puis c'est là que ça a commencé. J'ai vu un médecin une fois par mois pendant presque 1 an. J'ai eu des gastroscopies, des endoscopies, puis à chaque fois, il disait « Ah, c'est bizarre, tu as beaucoup de sang, il y a beaucoup de présence de comme ulcère, puis tu sais, ça l'expliquerait. » Fait que là, après tous les tests, il dit « T'as le syndrome du côlon irritable, c'est clair et tout. » Puis là, le matin, je me levais, puis je suis comme « Oh my God, je sens plus mes mains. » Genre, le matin, je sens plus mes mains, c'est engourdi, okay. ça fait mal, ça chauffe. T'avais quel âge? À peu près 10-12 ans. Là. OK. Ouais. Après ça... Ouais. Ouais. Puis après ça, c'était mes jambes. Le matin, j'avais les jambes. Fait que là, on était voir le médecin. Le médecin, il dit « Ah, tu souffres du syndrome jambes sans repos. C'est pour ça que tu as des douleurs dans les jambes, puis des tremblements. » Puis en tout cas, c'était plein de choses comme ça. À chaque fois, on dirait qu'il essayait de trouver ce que j'avais. Ouais. Mais encore là, il savait pas mon passé, puisque moi, j'en parlais pas à personne de ce dont j'étais victime. Fait que là, syndrome sans repos, des jambes sans repos, il me donne une médication. Finalement, ça marche pas, je continue à avoir des douleurs. Un moment donné, j'ai juste abdiqué. J'ai dit, c'est quoi? C'est ça ton corps. C'est le corps qu'on t'a donné, t'as pas le choix de l'accepter. Fait que des matins, je me levais avec des tensions au niveau des épaules. D'autres fois, c'était au niveau des mollets. D'autres fois, c'était au niveau des jambes. D'autres fois, c'était au niveau des pieds. Puis c'est à partir de là que... plus que j'en parlais à mes parents, plus qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, mon médecin m'a dit « Écoute, c'est tout dans ta tête. C'est complètement dans ta tête. C'est pas vrai, c'est de l'anxiété. Plus que tu crées d'anxiété avec tout ça, plus que comme tu vas avoir des douleurs. » Moi, à ce moment-là, je me suis sentie tellement pas écoutée que j'ai dit à mes parents « Je
peux plus l'avoir comme médecin, ça n'a pas de bon sens. Comme, j'ai besoin d'aide, là. Comme je suis Ouais. rendue là dans ma vie, ça fait tellement mal, puis c'est pas le fun. Qu'est-ce que ça te fait de... Tu sais, là, ça fait comme plusieurs années que tu as des symptômes vraiment comme une constellation, tu sais, de plein de choses très bizarres, là, tu sais, des engourdissements, des douleurs qui migrent, qui changent d'endroit, qui changent d'intensité, tu sais, tes symptômes digestifs, ton anxiété. Dans le background, probablement que, tu sais, inconsciemment, tu savais qu'il y avait comme un lien avec le fait que tu vivais des agressions sexuelles, puis t'en parlais pas. Mais tu sais, le fait que ton médecin te dise c'est dans ta tête. Tu sais, Oui, effectivement, ça a été qu'est-ce que ça te vraiment, ça a fait? été vraiment blessant. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? Dis les dons à ton médecin. Mhm. Fait que là, je l'ai dit à mon médecin, puis tout de suite, il m'a diagnostiqué trouble de stress post-traumatique, automatiquement. Puis il a dit là, t'as une semaine, prends rendez-vous, faut que tu vois un psy au privé, c'est une nécessité. Fait que pour eux, c'était clair que c'était ça le problème, là. C'était encore le stress. C'est le stress. Fait que là, j'ai dit comme, OK, c'est bien beau que c'est le stress, mais moi, mes douleurs physiques sont réelles. Là, c'est ça. C'est ça. Fait que là, finalement, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai été voir un psy qui, soit dit en passant, un homme. Donc, j'ai absolument pas parlé. J'ai rien raconté par rapport aux agressions. Je parlais un peu de la dynamique familiale qui était parfois complexe, difficile. Mais après ça, je parlais pas de grand-chose. Puis éventuellement, j'ai arrêté d'aller le voir parce que j'étais juste inconfortable. Puis ça t'aidait pas bien. Non, puis ça m'aidait pas, exact. Ouais, c'est ça. Fait que là, avec l'aide de ma mère qui a eu des contacts et tout, j'ai réussi à changer de médecin. Puis ce médecin-là, il a dit, sais-tu quoi, Sophie, j'en fais ma mission personnelle de faire en sorte que ta santé s'améliore, puis que tu n'aies plus jamais de problèmes digestifs, puis qu'on essaye de trouver d'où part tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai pleuré dans son bureau. J'étais tellement, genre, abasourdie de voir un médecin qui, enfin, quelqu'un me croit, puis qui est prêt à m'aider. Fait que lui, j'ai dévoilé comme un livre ouvert. J'ai tout dit, ce dont j'ai été victime. J'ai raconté certaines choses plus difficiles. Puis il a dit, OK, c'est bon, je comprends un peu plus qu'on s'enligne. Fait que lui, il a dit, écoute, moi, mon hypothèse, c'est que tu aurais peut-être la fibro, mais avant d'aller directement là, on va essayer différentes choses. Fait qu'on a essayé près de 16 sortes de médicaments différents. Ah ouais. Parce que moi, dans le fond, j'ai une hypersensibilité aux médicaments. Fait qu'on savait pas lequel qui était bon, on savait pas lequel qui allait fonctionner. Puis avec les ulcères, il faut faire attention au niveau de l'acidité puis tout ça. Fait que c'était extrêmement difficile. J'ai souffert à tonnes parce qu'un médicament qui te fait vomir du matin au soir pendant une semaine, il y a rien de plaisant là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que... Mais il m'a accompagnée là-dedans, puis éventuellement, il a fait « OK, non, c'est vraiment... la fibro. » Mais ça a quand même pris plusieurs années. Là, on parle de 6-7 ans là, avant qu'ils puissent le diagnostiquer officiellement au mois d'octobre. Ça te fait quoi d'avoir un mot, un terme pour expliquer tes symptômes? Parce que là, tu me dis tantôt, tu n'as volontairement pas voulu chercher là-dessus parce que tu voulais pas t'étiqueter ou tu voulais pas, tu voulais pas te définir par genre ce que Google dit sur la fibromyalgie. Mais qu'est-ce que ça te fait de ton médecin te dise comme oui, je pense que c'est ça le diagnostic? En fait, c'est que j'ai un membre de ma famille, j'ai ma tante qui a eu le diagnostic il y a plusieurs années et je l'ai vu énormément souffrir de la fibromyalgie. Fait que ça m'a foutu la chienne. Genre, j'ai eu vraiment, vraiment peur. Puis, je me rappelle qu'on m'a dit, OK, on a un médicament pour les gens qui souffrent de fibro, essaye ça, ça pourrait vraiment être bénéfique pour toi. Puis, je me rappelle d'avoir pris la médication dans mes mains, puis d'avoir dit, sais-tu quoi, donne-moi une semaine. Une semaine pour faire comme si ma santé était parfaite, comme si tout était beau. Puis dans une semaine, je vais l'accepter. Je vais accepter que j'ai la fibro, puis je vais essayer ta médication comme tu me l'as conseillé. Pendant une semaine, c'était vraiment spécial comme feeling. J'étais complètement dans le déni. Mais dans le déni complet, là. Ah ouais? Ah, c'était incroyable pour vrai. Genre, je souriais à la vie. Quelqu'un me demandait, puis ça va bien? Je disais, oui, ça va super bien. Puis ton rendez-vous au médecin, parce qu'il y en a qui savaient que j'avais eu un rendez-vous avec mon médecin. Puis j'étais comme, ah, ça a super bien été. Je te dis, j'étais dans le déni. Ça en était ironique comment j'étais dans le déni. Puis la veille où j'étais censée commencer la médication, j'ai fait, je pourrais pas être dans le déni toute ma vie, mais comme va falloir que je l'accepte un moment donné.
Fait que j'ai commencé par le dire à 2 de mes bons amis, simplement pour mieux l'accepter. Parce que, tu sais, souvent, on dit en parler, ça permet d'accepter. Fait que c'est ce que j'ai essayé de faire et je l'ai pas plus accepté. Je l'ai pleuré, Et ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Je l'ai pleuré, je l'ai hurlé, je l'ai crié, je voulais pas. Je voulais pas parce que ça fait peur, ce diagnostic-là, parce que c'est tellement pas connu, c'est tellement pas parlé que je suis comme, c'est-tu dégénératif? Ça va-tu s'empirer? Ça va-tu... Puis, en plus, qui me dit, genre, hey, t'as la fibromyalgie. Ah, ben, en passant, ben, ça se peut qu'à 40 ans, tu sois plus capable de travailler parce que la douleur va devenir tellement intense puis récurrente ou peu importe que ça t'empêche de travailler. Puis là, j'ai ma tante qu'elle, j'ai vu qu'elle avait de la misère à fonctionner avec le temps, les années. Là, ça m'a fait encore plus peur. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait comme, OK, dans quoi je m'embarque? Je le sais pas, mais comme, je trouve que j'ai assez souffert dans ma vie. J'avais pas besoin de cette petite affaire-là de plus, qui est quand même très gros. Fait que là, il m'avait conseillé fortement, le médecin, de prendre pas nécessairement une année sabbatique, mais une année pour moi, là. Tu sais, de comme vraiment me focusser sur la santé, faire les tests qu'il faut pour voir comme y a-t-il d'autres problématiques qu'on peut essayer de comme améliorer. Mm-hmm. Et moi, me faire dire, tu seras plus capable de travailler alors que j'ai même pas 30 ans. Non, c'est hors de question. Mm-hmm. Genre, je voulais zéro entendre ce qu'il y avait à me dire. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis, je l'accepte plus. Est-ce que tu l'as vu comme une sentence? Oui. Quand il te l'a dit? Exactement, c'est tellement bien dit. C'est exactement comme ça que je l'ai vu. OK. Puis maintenant, tu sais, là, tu l'as eu en octobre dernier, ça fait quasiment 1 an. Là. Ben, ça fait comme 10 mois, mettons. Tu sais, comment tu traites ta fibromyalgie? C'est quoi les choses que tu fais pour t'aider? Que tu as trouvé qui t'aide? Ben, premièrement, la médication, elle a comme vraiment pas fonctionné. Au contraire, ça l'a fait Classique. un genre d'empoisonnement. Je sais pas trop comment dire ça, là, mais quand j'ai pris la médication, rendue au 3e jour, ça faisait 2 jours que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai zéro mangé, j'ai pas bu d'eau, j'ai rien. Je me rappelle juste d'être assis dans le salon, puis il y a quelqu'un qui m'a texté. Puis à ce moment-là, j'ai fait « Oh my God, il faut que j'aille aux toilettes. » Je me lève pour aller aux toilettes. Puis quand je suis arrivée devant le miroir, je me voyais pas. Fait que je savais que j'étais en train de vivre une espèce de genre psychose, quelque chose de vraiment bizarre. Fait que là, j'ai fait OK, je vais demander de l'aide. Et j'ai texté. Est-ce que je vais folle? Ouais, vraiment. Là, c'était la première fois. Puis moi, je suis pas quelqu'un dans la vie qui prend de la drogue. Fait que j'ai jamais expérimenté des hallucinations auditives, visuelles. Là, clairement, j'avais une hallucination visuelle. Puis là, j'ai contacté, c'est ça, ma collègue amie. Je lui ai dit, comme, aide-moi, là, ça va pas. Elle est arrivée chez nous, elle m'a décrit comme étant un fantôme. J'étais complètement blanche. Mm-hmm. Je tremblais de tout mon corps. J'étais pas capable de parler. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a tout de suite mis sur des solutés parce que j'étais tellement déshydratée. Puis ça, c'était la médication qui était censée changer ma vie et m'aider avec la fibro. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, ben, c'est quoi? On dirait que ça marche pas. On dirait que ça marche pas. Puis là, on a comme pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Fait que là, c'est là qu'on m'a beaucoup conseillé la balnéothérapie, là, dans le fond, de prendre des bains chauds quand la douleur vient. Des massages aussi, l'automassage. Mais en réalité, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire. Tu fais juste attendre que ça passe, mais c'est parce que j'ai pas de temps pour ça. Ouais. Moi, j'ai goût de vivre ma vie. Je suis jeune, j'ai goût de profiter de la vie. Puis là, tu me mets, comme tu as dit tantôt, dans une prison mentale, physique, émotionnelle, tellement difficile que c'est un choc. Je veux juste revenir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu lire sur la fibro? Le moins que j'en sais, le mieux que je me porte. Puis, c'est surtout le fait que chaque fois que j'essayais un nouveau médicament, mon médecin avait été très clair avec moi. Il dit, Sophie, lis pas les symptômes. Parce que chaque fois que je disais les symptômes, je disais, mais je les ai toutes. Il dit, ben non, il dit, t'es hypochondriaque. Je suis comme, non. Tu sais, quand il dit 0,01% des gens s'évanouissent, c'était moi. Ouais. Comme, tu sais, mettons, je donne un exemple, la rubéole. Tous les enfants ont la plupart des enfants, ils ont les vaccins de la rubéole en naissant et tout. Puis, il dit, il y a 0,01% de chance que le vaccin ne marche pas. Je fais partie de ce 0,01. Fait que moi, à l'âge de 30 ans, il faut que j'aille retourner faire la rubéole parce que ça n'a pas marché étant bébé.
Fait que, tu sais, je fais partie de ces pourcentages-là, puis ça, je suis rendue habituée, puis ça me va. Mais lui, il a juste dit, comme, c'est quoi, protège-toi contre toi-même, parce que des fois, le corps, il peut créer ou s'inventer des symptômes. Mhm. Fait que j'ai suivi ses conseils, mais à un autre niveau. Ouais. C'est comme si dans la vie, tu perdais tout le temps à la loterie C'est exactement ça. Au niveau médical, c'est tout le au temps niveau de ça. ta santé. Ouais, au niveau de la santé. Ouais. Puis comment comment tu perçois cette espèce de concept-là de, tu sais, pas de dire comme, ah, c'est dans ta tête, mais tu sais, cette espèce de comme, ton esprit peut influencer ton corps. Ça, comment t'apprivoises ça? Euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que notre tête est tellement faite forte. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment faite forte. Des fois dans le mauvais sens, comme celle-là. Avec tous les abus et les agressions, j'ai eu beaucoup de fausses croyances. J'ai bâti beaucoup de peur. Puis l'anxiété, je sais qu'elle est présente, là. Moi, quelqu'un me dit T'es-tu anxieuse? Je dis non, non, je carbure au stress. Mhm. C'est comme ça que mon corps fonctionne. Pas de stress, je suis plus là. Puis Mhm. souvent, les gens vont dire Ah, j'ai tellement hâte à mes vacances. Moi, je me dis j'ai peur aux vacances. Parce que moi, quand je suis en vacances, mon corps, il fait juste comme planter. Fait CTRL-ALT-supprimer. C'est ça. Il fait juste complètement planter. Là. Il est comme, OK, ben là, t'as plus de stress, t'as plus rien. Comment tu vas faire? Comment ça pour vivre? C'est ça. Comment tu fais pour vivre? Fait que souvent, quand je tombe dans période de vacances, je suis tout le temps malade les premiers jours. Ah Parce ouais. que mon corps, il crash, il shut down complètement. Plus de stress, ben, tu plantes. C'est comme si tu étais tellement à fleur de peau que les virus viennent vers moi, puis tout ça. Mhm. Fait que c'est vraiment difficile parce que souvent, les vacances, c'est là que tu veux profiter, faire des choses le fun, Te reposer. te reposer, c'est ça. Moi, non. Moi, j'ai eu l'influenza, j'ai eu la COVID. Récemment, j'ai eu, c'était quoi, je me rappelle plus c'est quoi le nom, la coqueluche, quelque chose comme ça. OK. Là. Ouais, ou la streptocoque. Fait que, tu sais, oui, je travaille dans un hôpital, fait que je suis vraiment propice à attraper tout ce type de virus-là. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment frustrant parce que ces vacances-là, j'ai besoin pour mon corps, pour qu'il puisse relaxer. Ouais. Puis en termes de travail, ta tolérance au travail, tout ça, tu sais, comment ça marche là, avec ta fibro? Oui, c'est extrêmement difficile en fait compte parce que mon corps, comme tu peux le comprendre avec la fibro, t'as pas de contrôle, t'as zéro contrôle. Je ne sais pas si lundi je vais être capable de rentrer travailler ou si mardi je vais être capable de faire ma journée. Fait que moi, à chaque fois, ce qui est vraiment important, c'est que je rencontre mon employeur puis je lui explique, je lui dis écoute, ça c'est ma réalité. J'ai une santé fragile. C'est vraiment difficile de dealer avec tout ça. Puis je vous demande pas à vous de dealer avec ça. Je vous demande juste d'être vraiment dans bienveillance parce que c'est tout ce que j'ai besoin. Puis je sais que ça peut créer des frustrations puis que ça peut venir faire en sorte de créer des manques au niveau de la santé parce qu'étant travailleuse sociale à l'hôpital présentement, des manques, il y en a beaucoup. Fait que quand je rentre pas, oui, ça peut créer absolument de la discorde dans le milieu du travail, mais à date, j'ai été extrêmement chanceuse. Surtout depuis que je travaille sur la Côte-Nord, j'ai jamais vécu aucune culpabilité, puis ça, c'est une première. Quand je disais, écoute, je peux pas rentrer ce matin, j'ai eu une crise de fibro ce matin, j'ai aucun contrôle, je sais pas quand est-ce. J'ai même pas de comme, OK, t'es-tu correct, vas-tu rentrer demain? C'est prends le temps qu'il te faut, tout le temps. Super bienveillant, vraiment à l'écoute. Puis pour moi, ça m'enlève une pression tellement énorme que souvent, je reviens travailler plus tôt que plus tard. Ça t'aide justement à récupérer plus rapidement parce que ça t'enlève un stress, justement. Exact. Quand tu dis que tu as des crises de fibromyalgie, c'est quoi tes symptômes? En fait, comment que ça commence, c'est vraiment spécial. Souvent, les gens vont dire que ça s'apparente beaucoup à une crise d'anxiété. Parce qu'au début, c'est que tu sens ton corps déconnecté de ta tête. C'est comme si ton corps t'appartenait plus. Fait que quand, mettons, tu fais l'exercice de rentrer les ongles dans tes index ou dans tes doigts pour voir comme, OK, j'ai-tu une bonne circulation sanguine, tu sens rien. Tu as beau appuyer tes ongles le plus fort possible, tu sens rien. Ça, à ce moment-là, c'est que je le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ça commence par une sensation de chaleur
mais comme une sensation de chaleur. Moi, j'appelle ça, j'ai le feu pognant dedans, là. Genre, ça brûle, là. C'est une douleur extrême. Puis moi, je me suis déjà brûlée à l'âge de 8 ans, le bras sur le barbecue. Et au 2e degré. Puis je sais c'est quoi la sensation de brûlure avec du feu. Puis c'est pire que ça. C'est pire, c'est douloureux, comme inexplicable. Puis souvent, ça termine avec des genres de fourmillements dans le bout des doigts, dans les jambes. Mais là, souvent, c'est que le corps, quand il commence à sentir cette brûlure-là puis cette intensité-là, il shut down. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est mode survie, la crise d'anxiété embarque. Et c'est là que je commence à shaker de tout mon corps. On dirait que je fais un peu comme une crise d'épilepsie. Puis ça peut durer entre 1 minute à 4 heures. Fait que je sais pas combien de temps ça va prendre. Puis la dernière fois que j'en ai fait une était extrêmement longue. Elle a duré genre 4 épisodes de 45 minutes. Mais à cause que ça a été tellement intense, j'ai fait une migraine sévère. J'ai fini à l'urgence où on a dû me traiter pour la migraine parce que j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de voir, comme ma vision était altérée. Puis ça, c'était ma plus grosse. Mais je savais qu'elle s'en venait parce que j'avais un déménagement qui s'en venait, un changement de job qui s'en venait. Puis j'ai créé des beaux liens sur la Côte-Nord. Puis ça me faisait peur de revenir à Gatineau, dans le fond, en Outaouais, là, où mon agresseur habite pas loin. Puis, My God! Hein? Comment tu te sens, là? Ça va? Tout ça? Ça va. Ouais. C'est beaucoup? Oui, définitivement. Vraiment. T'es habitué? De plus en plus. Puis parce que là, je t'entends parler, puis je suis comme... J'essaie de le prendre, puis c'est beaucoup, là. Vraiment. Puis, tu sais, je pense que ce qui m'a surtout aidée, c'est quand j'ai travaillé à l'hôpital à Côte-Nord, à l'urgence, j'ai été confrontée à des usagers qui ont une réalité qui ressemble beaucoup à la mienne, qui ont eu des diagnostics de fibro à l'âge de 30, 35, 40 ans. Puis ça m'a tellement fait sentir moins seule. Ça m'a aidée à accueillir ce diagnostic-là sans nécessairement l'accepter. Juste l'accueillir. Puis de faire comme, hey, t'es pas tout seul. Il y a d'autres gens qui vivent ça, puis c'est pas juste en lien avec des agressions, ça peut être en lien avec n'importe quoi. Ça peut être avec la consommation, ça peut être de la violence par les parents. Tu sais, il y a vraiment 1001 raisons pourquoi que tu peux avoir ce diagnostic-là. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus de l'aspect médical oui, de la chose? La fibromyalgie, là, je pense que si tu demandais à 15 médecins différents de te définir la fibromyalgie, tu aurais comme 15 définitions différentes. Parce que c'est un syndrome que, encore à ce jour, on peine à comme comprendre et bien définir pour plusieurs raisons. Une des raisons, je pense que c'est que souvent, c'est des symptômes qui peuvent paraître vagues ou qui peuvent être difficiles à classifier. Il y a beaucoup de variabilité entre les patients. Il y a beaucoup de variabilité entre les vécus de la maladie. Puis aussi, je pense que malheureusement, puis là, j'essaie de peser mes mots là, très tranquillement, je pense que la population de patients fibromyalgiques, c'est une population avec laquelle la plupart des médecins sont moins à l'aise de travailler. Pour plusieurs raisons, puis on va y arriver. Fait que la fibromyalgie, c'est quoi? C'est une maladie qui est caractérisée par des douleurs. Souvent, c'est des douleurs musculaires qui sont généralisées au niveau des muscles, des tendons, des tissus mous. Il peut y avoir des raideurs. Il y a souvent des symptômes autres comme de la fatigue, des gens qui décrivent comme du brain fog ou de la nébulosité mentale, de la difficulté à dormir, puis d'autres symptômes un peu comme qui sont juste comme bizarres puis qui ne semblent pas rentrer dans aucune case. Fait que, mettons des trucs neurologiques, par exemple, les picotements, les engourdissements, les brûlures, la diminution de la sensation, les tremblements, les nausées, les vomissements, tu sais, comme tous ces autres symptômes-là qui sont des symptômes physiques, mais qu'on n'attribue pas à un processus physique. C'est très difficile à diagnostiquer, puis en fait, c'est un diagnostic qui est clinique. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de test d'imagerie pour le confirmer. Puis c'est un diagnostic d'exclusion. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand on a quelqu'un qui se présente avec des symptômes qui pourraient être la fibromyalgie, bien, on doit faire notre diligence d'aller chercher tous les autres diagnostics puis d'éliminer d'autres
cause physique. Parce que dans le fond, à ce jour, la fibromyalgie, étant donné qu'on n'a pas de test de talon d'or, de gold standard pour le définir, il faut qu'on s'assure que c'est rien d'autre. Puis ça se peut que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, tous les patients d'aujourd'hui qu'on dit qu'ils sont fibro, ça se peut qu'on ait trouvé d'autres maladies pour expliquer qu'est-ce qu'ils ont. Fait que ça, on sait ça. Puis on doit être comme humble et le considérer. Comme je traite quelqu'un avec une maladie que je sais pas c'est quoi. Mais voici comment elle se présente. Fait que ça, ceci étant dit, ça c'est comme le disclaimer. Ceci étant dit, il y a comme beaucoup de caractéristiques dans différentes populations de patients fibromyalgiques qui s'entrecoupent, qui se chevauchent. Fait que c'est une maladie qui est 7 fois plus fréquente chez la femme, souvent jeune ou âge moyen, fait qu'entre 20 et 45 ans. Parfois, ça peut être chez l'homme ou chez l'enfant, mais vu que c'est beaucoup moins fréquent, c'est souvent manqué chez ces gens-là. Ça va souvent être associé à des événements adverses là, dans l'enfance. Puis on pense que ça a un lien avec la création de la maladie parce que dans le fond, la fibromyalgie, c'est une maladie principalement de douleur, puis qu'on appelle d'accentuation centrale de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la douleur, là, OK, ça, c'est comme un sujet qu'on pourrait parler pendant 50 ans. Il y a du monde qui font un PhD juste pour étudier la douleur. C'est quelque chose qui est comme super complexe parce que, de un, c'est quelque chose de subjectif. On vit tous la douleur différemment. Fait que moi, si tu me plantes une aiguille versus la même aiguille à toi, ça se peut puis on nous demande chacun de 1 à 10 à quel point ça fait mal, ça se peut qu'on donne des réponses très différentes. Puis la douleur, c'est modulé par beaucoup de choses. C'est modulé par notre état affectif. Fait qu'est-ce qu'on sent bien ou on sent mal? Est-ce qu'on est content ou on est triste? C'est modulé par l'amorce ou la préparation de l'environnement. Puis ça, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a des études qui ont fait quand on fait des petites procédures ou par exemple qu'on donne un vaccin. Puis juste le langage qu'on utilise comme médecin, ça change la perception de la douleur. Mettons, si je te dis « ça va faire mal » avant que je te pique versus je te dis « ça va être sensible » avant que je te pique, on voit quand on étudie les populations que le langage que j'utilise, les gens à qui j'ai dit « ça va être sensible » ont moins mal. C'est vraiment intéressant. Que les gens à qui je dis « ça va faire mal ». Tu sais, attention, prépare-toi parce que tu te raidis, tu te crispes, tu anticipes la douleur et là, tu perçois la douleur plus forte que si c'est dans un environnement zen, calme, avec la petite musique, tu sais. Fait que ça dépend de l'environnement, de notre état affectif, de notre niveau de fatigue. Si on est plus fatigué, on a plus mal. Puis ça dépend de notre système nerveux. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on vit, par exemple, des événements très traumatiques, très douloureux, autant physique que psychologiquement, à l'enfance, à l'adolescence ou même peu importe dans la vie, il y a des circuits qui vont se réorganiser dans notre corps, des circuits entre le centre de la douleur, fait que le centre vraiment sensoriel, le centre de la mémoire qui est l'hippocampe, puis le centre des émotions. Puis c'est comme un triangle qui va être comme truché, genre qui va être hijacké. Puis il y a des circuits qui vont s'amplifier. Fait que, tu sais, le cerveau est plastique, donc les neurones, ils peuvent comme défaire et refaire des connexions. Fait que quand on vit quelque chose de très traumatisant, la connexion entre la douleur et la douleur me fait mal et je vis quelque chose de traumatisant et l'anxiété, ces connexions vont comme continuellement s'amplifier. Okay. Puis ce que ça fait, c'est que après ça, à l'âge adulte, les gens vont avoir très mal très facilement. OK. Ouais. Fait que ça, on remarque ça beaucoup là, chez les patients, justement, qui ont eu comme tu disais, genre beaucoup de violence dans la famille à l'enfance, qui ont eu des agressions sexuelles à l'enfance. C'est souvent des gens qui vont avoir une très basse tolérance à la douleur parce que leur corps, leur système nerveux a juste amplifié ça. Fait que l'accentuation centrale se fait vraiment au niveau du cerveau, puis elle se fait au niveau aussi de la moelle épinière. Fait que quand il y a une théorie qui s'appelle Gate Theory ou la théorie de la porte, là, whatever, que nos nerfs, mettons sur la peau ou dans les muscles, en premier, ils vont peu importe où sur la peau, ils voyagent jusqu'à notre moelle épinière. Puis ensuite, ils vont faire une synapse avec une neurone dans la moelle épinière, puis ils vont remonter jusqu'à notre cerveau pour aller transmettre l'information au cerveau que
ouch, j'ai mis mon doigt sur une plaque chauffante, ça fait mal. Mhm. Mais au niveau de la moelle, cette synapse-là, il y a de la modulation qui se fait. Fait que même au niveau là, de juste comme le chemin de fer qui amène l'information au cerveau, il y a différents arrêts où on peut soit diminuer ou augmenter, amplifier la douleur. Oh, wow. Ouais. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on voit souvent, chez les patients fibromyalgiques, un peu le pattern que tu décris, ou toi, tu es un exemple, en fait, textbook, là, d'un pattern de. On voit quelqu'un qu'à l'enfance, il a vécu beaucoup de traumatismes. Puis c'est surtout, tu sais, la violence sexuelle, c'est tellement violent là, pour plein de raisons, tu sais, sur le plan genre physique et psychologique. Fait que sur le plan physique, évidemment, ça fait mal, mais aussi sur le plan psychologique parce que ça te fait dissocier. On vient jouer sur comme la perception de l'intégrité de soi. Mhm. Tu sais. C'est quelque chose qui est très traumatisant Absolument. tu sais, quand on parle de comme mon ego, comment je me définis, comment je suis ma propre personne quand on m'a littéralement comme violé ma propre personne, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui peut être très difficile à refaire et à rebâtir pour beaucoup de personnes. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as un corps qui a été genre violenté, tu as un système nerveux qui a été, tu sais, comme le petit curseur là, de sensibilité a été mené, il a été amené au maximum. Puis là, ça fait en sorte que un des patterns qu'on voit souvent, c'est que les gens vont sentir leur corps vraiment plus que d'habitude. Fait que ce que je veux dire par là, puis là, ça, c'est pas pour invalider. Ça, je trouve que c'est vraiment important de dire. Ce que tu vis est réel. Tu sais? Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est très difficile. En fait, pour moi et pour plusieurs médecins, puis même pour la population en général, c'est difficile de comprendre que tu peux subjectivement sentir quelque chose qui n'a pas de, tu sais, de comme processus. Genre, on t'a pas planté un couteau dans la poitrine, on t'a pas mis sur une grille de barbecue, mais tu te sens comme ça. Exact. Tu sais? Fait que c'est difficile de comme concevoir puis de comprendre. Fait que maintenant, je te donne un exemple. Genre, je me lève le matin. Ça fait 3 jours que j'ai pas fait de caca. OK? Moi, je me lève le matin, puis là, je vais être ballonné. OK? Je vais être ballonné parce que, genre, je suis plein de merde. Puis, il faut que j'aille faire caca le matin. Right? Fait que là, je le vis. C'est une émotion, c'est une sensation qui est désagréable. C'est viscéral. Là, je suis comme, waouh, je suis ballonné. Je vais à la toilette, je passe ma selle et ça va mieux. Fait que ça, c'est moi comme Diego. Right? Mais mettons, quelqu'un qui a la fibromyalgie pourrait, par exemple, se réveiller le matin avec la pire douleur de sa vie, l'impression qu'on lui plante 25 couteaux dans le ventre, parce que la distension de son intestin à cause du gaz, lui, son cerveau l'interprète comme s'il plantait 25 couteaux dans le corps. Ouais. T'sais. Mais c'est vraiment particulier comme expérience. C'est vraiment difficile à concevoir. Fait que des fois, les gens se présentent avec des symptômes tellement bizarres, t'es comme, mais pourquoi t'as tant mal, genre? Ouais. Make it make sense. It doesn't make sense. It doesn't add up. Mais c'est à cause que ton cerveau est juste comme hyper sensible à la douleur. Puis d'autant plus quand tu as des événements stressants, un déménagement, un mariage, un voyage, un nouvel emploi, un changement d'emploi, une perte d'emploi, un décès d'un membre de la famille, une rupture amoureuse. C'est n'importe quel événement qui soit heureux ou malheureux, qui est stressant. Tu viens d'exacerber. Exact. Tout vient encore plus, c'est ça. Ouais. Fait que là, ça se peut là, que le matin que tu t'es réveillé, tu avais un petit peu de reflux, un petit peu d'acidité dans ton estomac. Mais ton corps, il est comme, tu sais quoi, ton corps est en feu. C'est ça. Vis avec. C'est exactement ça. Puis on sait pas. On sait pas. Fait que ça se peut que quelque chose que moi, j'aurais vécu comme, ah ben oui, on va prendre un Tums, m'en aller travailler. Toi, c'est comme, ça me débilite. Ça me handicape. Ma journée est terminée. Exact. Parce que mon corps est juste comme pas capable de gérer la douleur parce qu'il a été genre violenté toute sa vie. Oui. Fait en tout cas, ça c'est la partie un peu plus théorique. Puis souvent, on voit les personnes qui ont la fibro, c'est pas rare de voir qu'il y a de la comorbidité. Donc, il y a une addition d'autres diagnostics qui sont un peu genre somatiques. Là. Fait que c'est un peu comme, tu sais, connexion esprit-corps, puis on n'a pas vraiment de diagnostic pour le prouver, dont le syndrome du côlon irritable. C'est la même chose. Quelqu'un qui arrive avec des diarrhées, des nausées, des vomissements chroniques, on fait plein de tests, on fait des biopsies, on fait des prises de sang, on fait des scans, on trouve rien. Mais
on voit, tu sais, les personnes avec un syndrome de côlon irritable, c'est typique que, mettons, qu'ils ont un syndrome de côlon irritable type diarrhée, quand ils sont stressés, ils vont avoir de la diarrhée. Tu sais, la veille d'un examen, ils vont avoir de la diarrhée. La veille d'un examen, ils vont vomir. Puis après ça, tu sais, t'essayes plein de diètes, tout ça. Puis là, tu vois que comme des... c'est des affaires comme... Puis c'est pour ça que c'est difficile comme médecin, parce que c'est tellement tout le temps des affaires que c'est comme ça n'a aucun sens, là. Puis tu sais, je pense qu'on va arriver à comme ce qui est difficile, c'est que je pense que comme médecin, on veut pouvoir aider notre patient. Et de par la nature de ces maladies-là, c'est souvent des gens qui nous font sentir beaucoup d'impuissance. Oui. Extrêmement. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement difficile quand j'ai des patients fibro dans mon bureau, parce que j'ai l'impression de tout le temps entendre le même discours. Docteur, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui a jamais marché. Tu sais, des gens qui viennent, puis j'ai pas envie de dire qu'ils se plaignent, mais tu sais, ils viennent avec leur souffrance, avec leur bagage, avec leur douleur. Puis tu sais, moi, de me faire dire genre, docteur, j'ai mal à chaque matin. Moi, j'entends, docteur, j'ai mal à chaque matin, puis il n'y a pas de solution, puis tu n'es pas capable de m'aider. Ouais. C'est ça que j'entends. Ouais. Tu sais. Parce que les gens, puis j'ai bien beau leur dire comme, OK, je te crois, genre, ta souffrance est réelle, mais comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, faire des massages, ça te fait plus mal. Faire des bains, ça te fait plus mal. Faire du sport, ça te tente pas. Prendre des médicaments, tu as tous les effets secondaires du monde. Tu sais, aller en voyage, ça te stresse encore plus. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de part et d'autre. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de médecins, malheureusement, qui font du contre-transfert. Tu sais, justement, qui perçoivent la frustration. Puis c'est un peu comme, tu viens dans mon bureau pour te plaindre, puis je peux pas t'aider. Ben, moi, j'ai vécu surtout un transfert de spécialiste, dans le sens que on me dit, OK, ben peut-être c'est parce que tu as telles allergies, ou peut-être que c'est parce que tu te nourris pas bien ou de quoi. Fait que là, on m'a conseillé une nutritionniste. Là, j'ai été voir une nutritionniste. Elle a dit, OK, on va essayer un nouveau régime qui s'appelle le FODMAP. Le FODMAP, c'est hyper complexe, mais sais-tu quoi, j'étais prête à le faire. Puis je l'ai fait vraiment de A à Z, exactement comme qu'ils me l'ont conseillé. Tu enlèves tous les aliments, puis tu recommences de zéro. Tu prends de la salade, 3/4 de tasse de salade. Est-ce que ça passe? Ça passe, OK, on va à une tasse. Une tasse, ça passe pas, tu as des douleurs au ventre, mal au cœur, tu as des vomissements. OK, on recommence à zéro. Prochaine fois, tu vas prendre de la salade. Dans 2 semaines, on recommence à 3/4. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses pour tout. La salade, les carottes, le radis, tous les aliments, la viande, les fruits. Fait que c'est vraiment complexe, mais je l'ai fait. Puis ensuite, il y a une super belle application sur le téléphone que tu peux littéralement cocher et dire comme, OK, oui, moi, ça, c'est vert. Ça, c'est jaune parce que j'ai comme réagi, mais c'est correct. L'autre, c'est rouge. Fait que ça marche quand même. Mais là, à un moment donné, tu réalises que, oh, il y a un facteur de stress qui vient de s'ajouter. Ah, ben c'est Noël. À Noël, ben ça peut être une période de stress parce que tu reçois beaucoup, tu as de la famille. Tu vois ta famille. C'est ça, exact. Fait que là, tout d'un coup, tout le vert devient rouge. Et là, ça marche plus. Là, le jaune devient rouge aussi. OK, ben tu peux plus manger. Là. Fait que là, c'était rendu que mon alimentation était vraiment, vraiment difficile. Fait que là, dans le fond, la nutritionniste, genre, merci pour ton aide, puis merci pour tout ce que tu as fait. Puis là, c'était comme, OK, ben prends des suppléments de ci, prends des suppléments de ça. Puis, était rendu qu'elle m'avait donné 8 suppléments tous les matins. Et je me rappelle de m'être dit, hey, c'est quoi, j'ai même pas hâte de me lever le matin. Parce que juste prendre 8 pilules le matin en me levant, parce qu'on s'entend, c'est des espèces de grosses pilules. C'est pas genre une petite pilule que tu prends. Non, là, c'est des bombes. Là. Puis j'étais juste Puis j'aime pas ça, avaler des affaires comme ça, parce que des fois, ça reste coincé dans l'œsophage. Des fois, c'est... Fait qu'en tout cas, c'était vraiment tannant. Fait que j'ai fait, hey, c'est quoi qu'elle s'est rendu que t'as plus hâte de te lever le lendemain matin parce que t'as des pilules qui t'attendent? J'ai fait, c'est peut-être pas la bonne solution pour moi. Fait que j'ai continué à accepter d'aller voir d'autres spécialistes. Fait que, mettons, si on continue un peu dans la veine de décrire la maladie, fait qu'on a dit c'est une maladie avec de la douleur, souvent avec le cœur de la maladie, c'est l'accentuation centrale de la douleur dans ton système nerveux. Il y a beaucoup d'autres maladies qui s'entrecoupent, dont, par exemple, le syndrome du côlon irritable, des trucs comme des migraines, cystite interstitielle, c'est genre des personnes qui ont des douleurs chroniques au niveau de leur vessie, des choses comme la dépression. Puis même, tu sais, c'est pas étonnant, souvent on voit les mêmes facteurs de risque, par exemple, pour le trouble de la personnalité limite.
se retrouvent, c'est les mêmes facteurs de risque pour la fibromyalgie. T'sais. Puis on voit souvent des patients fibromyalgiques qui ont des mécanismes de coping tellement dysfonctionnels. Là. C'est comme n'importe quel truc, c'est la fin du monde. Mm-hmm. C'est difficile parce que souvent, c'est des personnes qui sont perçues comme qui se plaignent tout le temps de tout, puis qui ont pas beaucoup de motivation à rien faire. Mais tu sais, en même temps, quand tu as mal partout tout le temps, ça te tente pas de te lever. T'sais. Mais c'est dur quand tu regardes ça de l'extérieur. C'est très drainant. Ça épuise l'empathie des professionnels. Puis tu l'as sûrement déjà vu. Puis tu l'as sûrement déjà côtoyé aussi avec tes patients fibromyalgiques. Oui, puis c'est pour ça que moi, je voulais pas être cette personne-là. Fait que comme, moi, c'est une des premières choses que tu m'as dit quand on a parlé du podcast. C'était comme, oh my God, t'es une des filles les plus actives que je connais, qui a la fibro, puis t'as zéro l'air d'une personne qui a la fibro. Puis j'ai dit, ben, c'est parce que c'est comme ça que je me sens aussi. J'ai pas le goût de être plaignarde. J'ai pas le goût d'être la personne qui rend les gens autour de moi impuissants et tout. Moi, je le vis dans mon quotidien, puis je le braille une shot à peu près 3-4 mois où que mon corps crash. Mais je veux pas le faire subir aux autres. C'est ma santé, puis ça m'appartient. Quand on parle des traitements, là, fait que ça, on a parlé de comme toutes les autres... fait il faut, quand quelqu'un se présente avec des douleurs, il faut qu'on fasse notre travail de médecin. Fait que, on regarde, est-ce qu'il y a un problème d'articulation? Est-ce qu'il y a un problème auto-immun, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde? Est-ce que c'est une maladie associée à une maladie inflammatoire de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la colitis ulcéreuse? On regarde, est-ce que ça pourrait être une maladie qui s'appelle, par exemple, la polymyalgie rheumatica, qui est comme des douleurs au niveau de la ceinture pelvienne puis de la ceinture scapulaire. Fait que c'est des gens qui se réveillent avec des douleurs aux épaules puis aux hanches. Tous les jours, ça fait vraiment, vraiment mal. Mais on voit aux prises de sang qu'il y a des choses qui sont anormales. Fait qu'il y a une base comme biologique à cette maladie-là. Fait qu'on fait notre job, on fait un questionnaire, on fait un examen physique, on regarde est-ce que tes joints ont l'air gonflés, rouges, chauds. Est-ce qu'il y a quelque chose de physique qui a l'air d'être en train de se passer puis qu'on peut traiter. Est-ce que c'est un lupus? Est-ce que c'est comme une autre maladie bizarre dans un livre obscur de genre alchimie médicale qu'on doit traiter, qu'on doit diagnostiquer? Fait qu'une fois qu'on fait tous les tests et qu'on ne trouve rien et que la personne a encore mal et qu'il a mal partout, tout le temps et qu'il n'y a rien qui marche, c'est là qu'on approche d'un diagnostic de fibromyalgie. Puis souvent, c'est décourageant. Il faut faire preuve d'humilité et de reconnaître que même la médecine moderne en 2024 a des limites. Puis là, quand on arrive à la limite de ce qu'on peut évaluer, imager, tester dans le sang, ben on ne peut plus rien faire. Puis on comprend que comme... C'est ça que, c'est différent si quelqu'un qui a toujours eu une enfance super fonctionnelle, whatever, puis qu'il arrive tout ça, c'est vraiment bizarre. Mais même si on n'a plus rien d'autre, après ça, c'est OK, on voit ces symptômes-là, faut qu'on traite la maladie. Il faut qu'on traite, peu importe ce qui se passe, il faut qu'on traite, parce qu'on veut que les personnes aillent bien, parce qu'on veut que les personnes puissent fonctionner. Fait que là, on va parler du traitement. Oui. Fait que la première ligne de traitement, c'est vraiment l'activité physique. Fait que l'activité physique, ça aide à réguler plein de choses. L'humeur, le sommeil, le cycle éveil-sommeil est vraiment, vraiment important pour réguler le cortisol qui va aussi aider, qui va influencer les niveaux, la perception de la douleur dans le fond. Fait que le fait un peu comme ça aide aussi avec le stress, tu sais, quand tu te sens comme super anxieuse, tu as beaucoup d'adrénaline dans toi, le fait d'aller le dépenser dans du sport, aussi ça va stimuler ton système nerveux parasympathique en fait, quand tu vas dépenser ton système nerveux sympathique dans d'autres activités. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as remarqué, que ça t'aide. Oui, ben c'est sûr que l'exercice physique, comme on le dit, c'est super bénéfique et tout. Puis, tu sais, dans ma famille, c'était quand même vraiment important, tu sais, la performance, puis de faire du sport et tout, parce que mes parents, ils ont toujours préconisé la santé mentale et la santé physique. Ça, c'est quelque chose qui était super important. Puis j'essayais d'expliquer, par exemple, à mon père, faire comme, écoute, père, comme moi, j'ai des limites de mon corps. Puis mon père, il pouvait pas le comprendre parce qu'il était pas dans mon quotidien. À un moment donné, il disait, hey, Sophie, on va aller juste comme couper du bois. Fait qu'on est parti couper du bois. Puis au bout d'à peu près 10-15 minutes,
sous le soleil, parce que les gens qui font de la fibromyalgie, souvent, il y a une sensibilité à la chaleur. Ça a pris 10-15 minutes, puis je suis comme, pas, je file pas. Puis il dit, ben voyons, ça fait 15 minutes qu'on coupe du bois, là, puis tout ça. Et j'ai décidé de pousser mon corps un peu plus loin. Et non seulement je me suis évanouie, mais ça m'a pris 7 heures en revenir. Fait que pendant 7 heures dans cette journée-là, j'étais couchée, j'étais plus capable de rien faire. Puis ça a été le déclic chez mon père de faire « Oh my God, OK, c'est ça, sa réalité. » Fait que moi, je suis là en train de tout le temps pousser ma fille puis dire « OK, vas-y, fais du sport, bouge, ça va t'aider, tu vas te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. » Moi, c'est vraiment difficile parce que je me pousse, mais je respecte pas les limites de mon corps. Parce que moi, si je veux faire 5 km, je vais aller le faire 5 km. Mais la réalité, c'est qu'au bout d'1 kilomètre, mon corps, il est plus capable. Fait que quand j'arrive au bout du premier kilomètre, en courant avec mon chien, peu importe, ben je continue. Puis là, rendu aux 5 km, ben pendant presque une semaine, après ça, je suis plus capable d'aller courir. Parce que tous les soirs, je vomis. Après ça, j'ai le corps inflammé. Mais pourtant, c'est rien, 5 km pour une fille de mon âge qui est en forme, puis tout. Fait que c'est hyper frustrant. Comme moi, le badminton, c'est ma passion. Je jouais 3 fois par semaine au badminton. Ben, il y a des jours que je ne fais pas aller jouer au badminton. Puis je suis comme, non, je vais y aller quand même. Au bout de 10 minutes sur le terrain, j'étais amorphe. J'étais plus capable de fonctionner. J'étais plus capable. J'allais vomir. J'allais comme prendre de l'air parce que j'étais plus capable. Puis j'étais full étourdie, évanouie, tout. Fait que le corps, il y a des limites avec tout ça, puis c'est vraiment difficile de les faire. Tu sais, si j'avais 80 ans, puis tu me dis que 10 minutes de sport, c'est mon maximum, je vais le respecter. Mais à 29 ans, c'est plus tough. Oui, 100%. Mais je pense que la clé là-dedans, comme tu dis, c'est vraiment de connaître ses limites, de respecter, puis c'est de jouer dans ce carré de sable-là. Parce que justement, c'est le traitement de faire l'activité physique, c'est les gens qui ne bougent pas, ils vont avoir vraiment plus mal. Parce que quand on bouge pas, en fait, nos muscles puis nos tendons sont faits pour bouger. Fait qu'est-ce qui se passe quand on bouge pas, c'est qu'on se raidit. On se raidit, fait que quand on ne bouge pas, nos muscles se rétrécissent, nos tendons se rétrécissent, ils s'assèchent. Puis après ça, quand on vient pour bouger, ça fait mal. Parce que nos muscles sont raides, fait que la tension, c'est quand on tire sur le muscle, il y en a moins, fait que ça fait plus de tension, fait que ça fait plus de douleur. Fait que moi, j'aime ça dire à mes patients, genre motion is lotion. C'est important de bouger. Puis tu sais, comme tu dis, même si c'est juste 10 minutes par jour, là, c'est ça qui va faire la différence. Exact. Fait qu'en tout cas, ça, c'est comme une des premières lignes de traitement, c'est de bouger le plus possible que ton corps peut tolérer. Ensuite, c'est de prendre en charge tout ce qui est par rapport à l'humeur, au stress, au trauma. Fait que c'est de faire de la psychothérapie, des trucs vraiment comme n'importe quoi. Fait que tu sais, il y a comme la massothérapie, de l'hydrothérapie, fait que les bains, les jets, de l'acupuncture, de la psychologie, de la méditation, de la zoothérapie, de l'art-thérapie, name it thérapie, tu sais, n'importe quoi. Puis chaque personne va un peu comme trouver sa niche, là, de dire comme, tu sais, moi, c'est la zoothérapie, c'est ça qui le fait pour moi, puis c'est ça qui m'aide à comme me calmer dans ma semaine, puis je vois que mon corps, c'est comme si il se détendait un peu, tu sais. Des fois, ça prend longtemps à trouver, mais c'est ça, prendre en charge le stress au quotidien, mais pas seulement au quotidien, mais aussi comme le stress qui t'a amené à être qui tu es. Fait que de vraiment comme travailler sur la douleur que je ressens dans le moment, ça vient de où, puis comment je fais pour, quand je perçois encore de la douleur, pour la diminuer. Puis on sait que les gens, pour X, Y, Z raisons, qui ont des conditions avec la douleur chronique, justement, ça ne va pas enlever la douleur. Parce que tes nerfs sont encore là, ton cerveau est encore là, puis ton cerveau reste, tu sais, avec cette dysfonction-là. Mais on peut l'aider beaucoup, 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 beaucoup. Fait que, tu sais, par exemple, même chose, si je te donne un vaccin pendant que tu es en train de méditer versus on te donne un vaccin pendant que tu es en train de comme te faire pourchasser par un ours, il y en a un des deux qui va faire beaucoup plus mal que l'autre. Tu sais. Fait que c'est. Tantôt, j'ai parlé de la théorie de la porte ouverte là, au niveau de la moelle épinière. Ben, il y a des médicaments qu'on peut donner pour essayer d'aller agir sur cette espèce de modulation centrale à la douleur. Spécifiquement, ils s'appellent les antidépresseurs tricycliques.
Fait que, par exemple, la mitriptyline, la nortriptyline, Elavil, c'est le nom de marque. Fait que tu l'as sûrement essayé puis ça n'a pas marché parce que tu as des effets secondaires. Des antidépresseurs. Puis sinon, des trucs qu'on appelle des GABA, des agents GABAergiques. Le GABA, c'est le neurotransmetteur, le principal neurotransmetteur inhibiteur dans le cerveau. On peut l'utiliser dans des syndromes comme convulsifs, comme dans l'épilepsie, puis dans de la douleur chronique. Fait que là-dedans, tu as gabapentin, prégabalin. Souvent, c'est des médicaments qui endorment aussi. On l'utilise pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui ont des douleurs qu'on appelle neuropathiques, donc liées aux nerfs, comme les engourdissements, les picotements, les sensations de brûlure sur la peau. Puis ensuite, des affaires comme Tylenol, Advil. Mais tu sais, encore là, ça ne traite pas tant parce qu'il n'y a pas de processus inflammatoire. Tu sais, c'est pas une arthrite, c'est pas un couteau physique qu'on t'a planté, c'est tes nerfs qui sont dysfonctionnels. Absolument. Fait que tu sais, encore là, on ne devrait jamais utiliser des opioïdes parce que ça va juste causer de la dépendance. Ça ne va pas aider avec la douleur. Fait que c'est pas mal ça. Des choses comme l'hypnothérapie, la chiropratique. Fait que c'est vraiment d'aller essayer de façon holistique, d'aller un peu travailler sur tout ce qu'on peut travailler. Fait que tu sais, l'humeur, la thérapie, les médicaments, si ça aide, le sport, puis là, vraiment tout notre arsenal de comme massage, acupuncture, hydro, chiro, aroma, zoo, art, tu sais, comme vraiment tout essayer pour dire à ton système nerveux central qu'il est en sécurité, que c'est correct, que ça va aller, qu'il a le droit d'exister. Mais quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup aidé, c'est l'infrathérapie. Fait que c'est comme le truc qu'on met, c'est comme des genres de patchs là, qu'on met un peu partout sur le corps, puis envoie des genres de chocs. Ça fait-tu comme de la chaleur ou... OK. Non, c'est vraiment comme un genre de choc. Comme de vibration ou comme de choc électrique? Ouais, genre des chocs électriques, puis ça vient contracter les muscles. OK. Mais la douleur est tellement intense pendant l'infrathérapie que ça l'envoie le bon signal à ton cerveau. C'est comme si, là, t'envoies comme, OK, là, c'est une vraie douleur. Comme là, ça fait mal. Puis quand j'ai fait ça, dans le fond, j'ai fait 10 thérapies, mais comme 10 semaines consécutives. Il faut quand même que ça suit. C'était hyper douloureux, mais après ça, moi, normalement, c'était comme aux 2 mois que je faisais des grosses crises de fibro qui prenaient beaucoup d'ampleur. Je me suis rendue à du 4 mois, 4-5 mois. Fait que ça marche pour vrai, là. Tu sais, moi, ça a vraiment été bénéfique. Fait que ça, c'est quelque chose... Mais tu vois, moi, j'ai jamais entendu ça. Okay. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai aucune idée c'est quoi les recherches là-dessus. OK. Je pense que je suis comme pas à l'aise de recommander quelque chose qui va faire mal à mes patients. Oui, je comprends. Mais si tu dis que toi, ça t'a aidé, ben tant mieux, là. Mais souvent, les gens, ils font l'infrathérapie pour la perte de poids. Ah, OK. C'est ça qui est utilisé beaucoup pour ça, parce que dans le fond, c'est l'équivalent de 1 heure d'infrathérapie. On m'avait dit, là, je veux pas induire en erreur, mais c'était quelque chose comme si tu avais couru pendant 1 heure, genre 10 km. Là. Sounds like bullshit to me. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, je pense que c'est ça le point. Puis ça, c'est aussi, on peut entrer un peu dans la conversation de comme la médecine alternative, l'homéopathie, tout ça. Si on parle de la limite de la médecine moderne, quand on sort de ça, tu sais, moi, je discute avec mes patients comme, il y a des choses qu'on étudie, que j'ai des études, des recherches, que je peux te dire, ça, c'est sécuritaire. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais tu sais, rendu là, si ça t'aide, puis ça te fait pas de méfaits, tant mieux. Ça ne te nuit pas. Tu sais, mettons, si toi, te mettre cette affaire-là sur l'abdomen, ça t'aide, puis ça t'amène du bonheur dans ta vie. Comme ça t'amène de la fonction, tu sais, tu reprends tes activités, ça te permet d'aller jouer à ton badminton. Vas-y, là. Oui, c'est ça. Puis est-ce que le processus physique de comme c'est équivalent ou non à faire 10 km, je m'en fous, là. Oui. Tu sais, j'y crois pas, mais c'est pas grave, là. Oui, c'est ça. C'est pas ça le point, là. Non, exact. Le point, c'est que ça t'aide. Vraiment, vraiment. Puis souvent, on va souvent entendre ce genre de discours. Tu sais, quand on rentre plus dans les maladies, plus comme, c'est ça, psychosomatique, le lien entre comme la psychologie, le cerveau, le système nerveux, puis la douleur. Tu sais, whatever, si ça t'aide de comme aller faire telle affaire, je pense que c'est important, c'est juste de comme, tant que ce soit pas dangereux. Exact. Tu sais, parce qu'il y a des gens, justement, qui font genre de la pseudo-science, qui font des trucs dangereux, puis qui sont prouvés d'être dangereux. Là, il faut faire attention.
Puis là, tu sais, là, c'est un peu là où ce que moi, je dis comme, OK, tu sais, moi, je sais que ça a été prouvé comme des gens qui sont, je sais pas, qui sont morts ou qui ont comme de la douleur chronique de ça ou whatever. Ouais. Tu sais, là, ça, je peux le recommander. Mais tu sais, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, puis les gens ont le droit de prendre des mauvaises décisions. Mais, euh, mais c'est ça. Que ça fait vraiment Est-ce du que tu te sens. retrouves un peu là-dedans? Qu'est-ce que Absolument. j'ai dit? Absolument. Vraiment, vraiment. Puis, c'est sûr que t'écouter parler de ça, j'ai l'impression que t'es en train de dicter ma vie. Ouais. Puis, ça vient me chercher, tu sais, au niveau émotionnel, comme... Des fois, je me dis, my God, j'ai le goût de brailler parce que c'est une réalité tellement difficile, là. Mhm. Puis, tu sais, comme tu disais, les médecins sont impuissants, puis tout ça, oui, mais les parents, là, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, mes parents, moi, ils me voient souffrir, là. Ils m'ont vu souffrir beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Ils m'ont vu pleurer, ils m'ont vu être malade, ils m'ont vu juste pas être bien. Puis, comme parents, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Puis, là, en plus, le côté médical, il n'y a rien qui peut se faire. La science, il n'y a rien qui peut être fait. Fait que c'est vraiment souffrant pour vrai. Puis, tu sais, des fois, on dit comme le plus rapide que tu l'acceptes, le mieux tu vas te porter. Ouais, mais comment accepter que mon corps me lâche alors que je suis encore dans la fleur de l'âge où j'ai tellement de choses qui m'attendent puis tellement de belles choses. Tu sais, j'en suis même venue à me demander, je vais être capable d'être une mère à un moment donné? Mhm. Tu sais, c'est mon rêve d'être mère. Je veux être mère, je veux avoir un enfant. C'est un but dans la vie pour moi, comme je veux tellement vivre, avoir cette chance-là de vivre ce rôle-là. Mais je suis comme, je vais-tu être capable? Mhm. Je vais-tu être correct? Mhm. Je vais-tu être capable d'assurer la sécurité, la santé de ce bébé-là? Parce que le jour où je me lève puis je suis pas capable de marcher puis que je suis pas capable de fonctionner, ce bébé-là, il faut quand même qu'il mange. Il a quand même besoin d'être changé. Il a quand même besoin de... Tu sais, c'est vraiment épeurant pour vrai. Mhm. Ouais. 100%. Je pense que c'est très valide. Je pense que c'est là aussi, on va y arriver, mais tu sais, il y a une mince ligne entre accepter la souffrance puis se plaindre de la souffrance. Ouais, absolument. Puis de devenir comme... Je pense que le risque avec ce genre de maladie-là, puis de ce que tu as sûrement vu, puis beaucoup de patients qui se présentent comme ça, c'est d'entrer comme dans la complaisance puis dans la défaite. Mhm. De se dire comme je souffre et c'est tout, genre, et je ne peux rien y faire, tu sais. Mhm. Versus comme je souffre et je vais essayer de faire quelque chose et je vais essayer de comme redonner un sens à ma vie ailleurs, puis de dire Ouais. comme, tu sais, même s'il y a un jour par semaine que je peux pas me lever pour mon enfant, ben, je vais quand même trouver des solutions pour que cette journée-là, tu sais, mes parents viennent m'aider ou mon chum vient m'aider ou j'ai une amie qui vient m'aider ou peu importe, puis je vais quand même être une bonne mère. Puis le problème, c'est que la défaite, de se sentir en défaite, tu rentres dans un cercle vicieux. Ouais, Parce que tu te absolument. dis comme je suis pas capable, je suis pas bonne, Mhm. je suis faible. Puis là, ton humeur diminue, ton stress Mhm. augmente, ta maladie augmente. Ouais. Puis là, ça te fait encore plus mal, puis t'es encore moins capable de faire des choses. Mhm. Puis moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je veux t'inviter, c'est parce que j'ai l'impression que toi, d'habitude, puis en général, je te vois plus être de l'autre côté. De dire comme, tu sais quoi, j'ai ça, mais je veux continuer à vivre, puis je vais continuer à faire mon sport, puis je vais continuer. Puis peut-être des fois, tu te pousses un peu trop, tu sais. Peut-être des fois, tu veux trop en faire, fait que t'es Mhm. encore, ça fait juste comme moins d'un an que tu as le diagnostic, fait que t'es encore en train de trouver ton équilibre là-dedans. Ouais. Mais je pense que le message clé que je veux communiquer, c'est le fait que de ne pas être dans la défaite, c'est thérapeutique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis comme tu dis, tu sais, moi, quand je suis en santé, là, quand je vais bien, là, je vis la vie à 110%. Là. Mhm. Genre, je profite de la vie, puis je fais tout ce que je peux. Là. Toutes les expériences que je peux vivre, que ça soit voyager, que ça soit peu importe, je vais le faire. Mais le temps où que je file pas, c'est pénible. Puis je vais te dire pourquoi c'est pénible. C'est parce que c'est comme... C'est pas genre, OK, aujourd'hui, c'est une journée que ça file pas. C'est qu'il y a une accumulation qui se pose. Tu Mhm. sais, on Mhm. parle pas que ça fait 2 ans que je vis dans ce corps-là qui est en train de se désintégrer, mais plus de comme la petite fille de 7 ans qui souffre depuis tellement longtemps de ces douleurs-là, de ce malaise-là, que quand ça vient le matin puis j'ai cette crise-là, ça se peut que quelque part je l'amplifie. Là. Mhm. Mais je suis tellement tannée. Là. Puis Mhm. je sais qu'on a le droit, tu sais, on a le droit d'être en crise, on a le droit d'être en colère, on a le droit. Puis ça, c'est un peu ce que mon psy me disait. Il dit, mon Dieu, Sophie, il dit, t'as pas d'émotion, toi, dans la vie. Il dit, je t'ai jamais vu en crise, je t'ai jamais vu en larmes, je t'ai jamais vu.
Fait qu'il dit, la prochaine fois que tu vis un épisode plus difficile, permets-toi Mhm. d'être en colère, permets-toi de comme être fâché, d'être triste, puis tout ça, parce que je deviens vraiment comme rien. C'est vraiment Ouais. bizarre. Ouais. Je me sens comme si je flottais. Ouais. Puis je suis pas bien, je suis plus dans mon corps, je suis plus moi. Ouais. Puis je sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer une journée, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 5 jours, mais pendant ces 5 jours-là, c'est l'enfer. Ouais. Littéralement l'enfer, là. Comme je suis pas capable de fonctionner, je suis pas capable de manger, je suis pas capable de juste être. Tu prends tes émotions, puis tu mets du bleach par-dessus. Ouais, exact. Ouais. Puis t'es comme, non, 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 on va les mettre dans un tiroir, puis on va fermer le tiroir. Il n'y a aucune chance que je vive ça, là, pas aujourd'hui. C'est Tu sais, ça. mais après ça, tu le fais ça dans ton conscient, mais ton Mhm. subconscient, il te fait vomir. Ton subconscient, il te fait Exact. avoir mal. Ton C'est subconscient, ça. il te fait être fatigué. Il te fait que t'es pas Mhm. capable de te concentrer. Fait que tes émotions, ils sortent. Tu sais, En symptômes physiques. c'est ça. Exact. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'après ça, quand, mettons, ça fait 3, 4 jours ou une semaine, peu importe le temps que ça dure, le matin que je me lève et que je sens qu'il n'y a plus de douleur dans mon corps puis que ça va bien, je fais comme, c'est un relief. Je me sens tellement bien que là, les gens font comme, mon Dieu, c'était la fille malade, ça, qui est en train de sauter partout puis qui fait plein de sport puis qui fait mille et une choses puis qui... Mhm. Fait que, quelque part, faut que je trouve un équilibre. Ouais. Parce que là, ça marche pas, mais comme, tu sais, en ce moment, c'est ça qui marche, mais Ouais. à long terme, ça marchera pas, là. C'est qui dans ta vie qui sait que tu as la fibromyalgie? En fait, il y a très peu de gens qui sont au courant que j'ai la fibro. OK. J'ai quelques amis, ma famille que j'ai annoncé récemment. Puis quand je dis famille, c'est vraiment une tante, mes parents, puis mes sœurs. Mhm. Sinon, ouais, quelques amis. C'est vraiment pas quelque chose que je partage, Ouais. tout comme mon histoire. Ouais. Puis pourquoi? Parce que, comme n'importe quel être humain a peur d'être vulnérable, Mhm. moi, j'ai peur d'être vue comme la fille faible. Mhm. Parce que, tu sais, sans nécessairement rentrer dans les détails, euh, j'ai eu une famille extrêmement dysfonctionnelle. J'ai eu une grand-mère qui croyait pas en moi. J'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit que j'irais jamais nulle part dans la vie parce que je réussissais pas à l'école. J'ai eu beaucoup d'échecs scolaires parce que je fonctionnais pas. En fait, le cadre de l'école était juste pas fait pour moi. Mhm. Et le fait que ce que je vivais aussi, les abus et tout, faisait en sorte que je n'étais pas présente à l'école mentalement, émotionnellement. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis à travers tout ça, j'ai aussi vécu beaucoup d'intimidation. Fait que ça fait en sorte que cette confiance-là, moi, là, j'en avais pas de confiance. J'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien dans mon corps. En plus que mon corps, il me faisait subir des douleurs violentes. Là, tu me dis qu'à 29 ans, il faut que j'aille dire à tout le monde, « Hey, vous aviez raison. Finalement, j'étais faible. » C'est ça. J'étais faible, puis vous avez raison. Tu sais, je m'identifie à un corps malade, puis c'est ça ma vie, puis tout ça. Non, c'est pas moi, ça. Tout ce que les gens ont dit que j'étais pas capable, j'irais jamais nulle part dans la vie, que j'irais jamais à l'université parce que je coulais trop de cours, ben moi, j'ai toujours voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Mhm. Fait qu'en ce moment, dans ma famille, ben je suis une des seules qui est en train de finir sa maîtrise. Si j'accepte mon diagnostic, c'est comme si je me résigne à la sentence. Ouais, C'est comme t'es pas capable de voir ça comme quelque chose de positif. absolument pas. OK. Non, c'est pas positif. Moi, c'est comme si tu m'enlèves mon oxygène pour vivre. Ah ouais. Ah ouais, ce diagnostic-là, là, c'est... Ouais, c'est une sentence. C'est vraiment bien dit. OK. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais voir ça dans le positif? Si je vieillis en ayant ce diagnostic-là, puis que je vois qu'il n'y a pas d'impact sur ma vie, puis que ça reste que c'est comme qu'est-ce que j'ai en ce moment, ben je vais l'accepter. Ouais. Parce que c'est ça qui fait peur, c'est de ne pas savoir. Les médecins sont même pas capables de me dire si ça va empirer avec le temps, sont pas capables de me dire si je vais être capable de travailler dans 10 ans, s'il va falloir que je prenne ma retraite à comme 40 ans. Tu sais, je veux dire, ça n'a comme pas d'allure de comme pas savoir. C'est comme si on me dit t'as le cancer, mais on sait pas s'il est mortel, puis on sait pas s'il est incurable. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Parce que, tu sais, des fois, les gens,
mettons, comme toi, que ça fait comme des années qui ont des symptômes, qu'on sait plus c'est quoi, puis finalement, on met un mot dessus. Des fois, tu sais, les gens ils vont dire comme « Oh mon Dieu, je suis soulagé. » Genre, finalement, ça explique qu'est-ce que je vis. Genre, je m'identifie à ça, je me reconnais là-dedans. Puis maintenant, je sais c'est quoi les étapes que je peux faire pour essayer de m'aider. Fait que toi, ça t'a pas fait ça du tout, là. Non, pas du tout. Parce que entre la petite fille de 7 ans puis la fille de 29 ans, la fille de 29 ans est beaucoup plus malade Mhm. que la petite de 7 ans. Tu sais, celle de 7 ans était quand même capable de fonctionner puis faire ses choses, puis ça l'arrivait à peu près, mettons, une fois à chaque 4, 5, des fois 8 mois ou pendant presque 2, 3 semaines, j'étais pas fonctionnelle, puis là, ça recommençait. Là, maintenant, je suis aux 3, 4 mois, là. Ouais. C'est énorme, 3, 4 mois, là. Dire qu'à peu près 4 fois par année, t'es plus capable de fonctionner, ton corps, il shut down, puis ça va être ça le restant de ta vie, puis peut-être, éventuellement, ça va être au mois. Ouais. Tu sais, mon mois de décembre de cette année, ben en fait, novembre-décembre a été l'enfer, là. J'ai fait 5 allées à l'hôpital, à l'urgence, parce que mon corps, il faisait trop de shutdown. Mais on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui se passait. La douleur était tellement intense que ça venait que j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de fonctionner, j'étais plus capable de manger. Fait que là, j'ai fait de la... J'étais déshydratée. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que, genre... C'est décourageant. Oui, c'est décourageant, puis tu sais juste pas ce qui se passe. Puis quand ton corps, il shut down, veut pas, le système immunitaire aussi, il shut down. Ouais. Fait que moi, qui n'ai jamais eu aucune allergie dans la vie, au mois de, à peu près, je pense que c'était ça, là, novembre, décembre, non plus comme janvier, février, j'ai mangé une salade que je mange couramment, hein, dans un petit resto du coin, ça à Côte-Nord. Puis j'ai fait un choc anaphylactique. Pourquoi cette fois-là? Je sais pas, je sais même pas à quoi j'étais allergique. Mais par le temps que je m'en suis rendu compte que c'était un choc anaphylactique parce que j'étais plus capable de respirer, c'est de justesse qu'on m'a amené à l'hôpital parce que c'est quelqu'un qui a constaté que ma gorge était rendue vraiment très enflée. Puis ça m'a pris environ 10 heures revenir à moi-même parce que c'était tellement fort comme réaction. Puis on m'a donné l'épipène et tout. Puis là, maintenant, je me promène avec un épipène. Donc, la santé, à chaque fois, elle me réserve des surprises. Ouais. Mais c'est comme des cadeaux empoisonnés. C'est comme une boîte à surprise, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi, comme là, on a parlé de ton truc qui te donne des chocs électriques. Ouais. C'est quoi les autres choses que tu trouves qui t'aident? Honnêtement, ça a été mon séjour en fait, quand j'ai décidé de quitter pour aller sur la Côte-Nord. Ça faisait quand même un bout de temps que je savais que j'étais quand même quelqu'un d'anxieuse face à juste aux gens, là. OK. Quand j'étais dans une place où il y avait beaucoup de monde, je me sentais pas bien. Quand il y a trop de monde de collés, dans des spectacles, tout ça, je me suis tout le temps sentie pas super bien. Ouais. Puis moi, je disais tout le temps que je suis une fille de village, mais je peux pas vraiment le dire parce que j'ai jamais vécu dans un village. Ouais. Puis finalement, quand je suis arrivée dans le petit village aux Escoumins, j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais vraiment une fille de village. Moi, j'ai adoré ça. La petite communauté, tout le monde se connaît, tu vas faire l'épicerie, tu rencontres tous les gens du village qui sont super gentils, puis vraiment, vraiment le fun être avec, puis que tu sais, il n'y a pas mille et une choses à faire dans un village. Fait que si, mettons, il y a du badminton, ben tout le monde va se ramasser là. Ou s'il y a une activité, ben tout le monde se ramasse là. Fait que les activités fonctionnent. Tu sais, contrairement en ville, mettons, tu fais « Hey, à la dernière minute, mettons, on va faire telle activité. Ah, ben moi, j'ai de quoi avec mon grand-père. Moi, j'ai de quoi avec mon père. Moi, j'ai de quoi là. » Fait que ça fait que, genre, les activités fonctionnent pas vraiment, mais dans un village, quoi d'autre que tu veux faire? Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça, c'est l'esprit de communauté que j'ai beaucoup aimé. Moi, je faisais toutes les activités dans le village. Puis, Fait que ça t'a aidé. Ça m'a énormément aidé d'être proche de la nature. C'est quoi la différence entre Sophie à Gatineau et Sophie aux Escoumins? Oh mon Dieu, Sophie aux Escoumins, c'est une fille qui a appris à s'accepter, à s'aimer telle qu'elle est. C'est une fille qui s'est rapprochée de la nature, de la méditation, qui est plus en paix avec son passé, qui accepte davantage son quotidien. Mais en même temps, quelque part, moi, la Côte-Nord, c'est un peu ma vision de une nouvelle vie, un nouveau chapitre, puis il n'y aura plus de problème, il n'y en aura plus. Tout est laissé en arrière, les problèmes de santé, c'est laissé en arrière. Puis dans la dernière année, j'ai jamais visité autant d'hôpital que dans la dernière année. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que non, il n'y a pas de place dans le monde où que tu vas avoir une santé parfaite. Ce qu'on m'a conseillé par mon psy, c'est de faire le deuil d'une santé parfaite.
Tant si longtemps que tu fais pas ce deuil-là, que toi, dans ta tête, tu veux une santé parfaite, puis tu vas l'avoir un jour, il a dit, tu vas toujours être malheureuse. Hein. Tu seras pas capable de vivre. Fait que la Côte-Nord m'a permis de comme faire de plus en plus ce deuil-là, que je suis encore sur le chemin de ce deuil-là, mais je l'accepte de plus en plus. Puis, ben, sais-tu quoi, s'il le faut, je vais avoir ma carte VIP pour l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Ben oui. je vais faire ce qu'il faut pour être en santé puis profiter de la vie puis de ne pas m'empêcher de vivre. Est-ce que tu trouves que... Ben c'est ça, hein, c'est d'accepter un peu ce paradoxe que dans la dernière année, les derniers 2 ans, c'est quasiment, comme en t'entendre parler, c'est la période de ma vie où j'ai le plus été heureuse, où j'ai le plus été moi-même. Ouais, mais en même temps, c'est vraiment. la fois où j'ai souvent été à l'hôpital. Ouais. 2 vérités contradictoires peuvent être vraies en même temps. Exactement. Fait que c'est un peu comme d'accepter ça, puis de dire comme... Parce que, tu sais, depuis tantôt, on parle, puis je trouve que c'est très négatif. Puis je veux juste comme essayer de mettre un peu une perspective plus positive, parler un peu comme, tu sais, l'espoir dans le futur ou l'espoir que tu peux avoir une maladie chronique, tu peux avoir une maladie qui est très, tu sais, chiante, là. D'avoir de la douleur chronique, c'est pas le fun. Et avoir une vie significative et être une personne active et avoir aussi du bonheur dans ta vie. Absolument. Au courant de ta vie, au fil de ta vie, c'est quoi ta relation avec les hommes? Fait que, dans le fond, juste pour revenir un peu sur l'histoire du passé, fait que, comme qu'on a dit... Qu'est-ce que... Fait dans le fond, pour revenir un peu sur l'histoire du passé, depuis le début de la Genèse. Depuis le début de la Genèse, des hommes avant Jésus-Christ. OK. Concentration. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour revenir au début, pour comprendre d'où vient un peu le trauma face aux hommes, puis pourquoi ma perception est comme ça, puis ma perspective et tout, c'est que, étant plus jeune, tu sais, on est, puis on n'est pas raciste, puis on n'est pas androphobe, puis on n'a pas peur des hommes, des femmes, mais tu sais, il faut qu'il y ait une expérience traumatisante pour développer ce type de comportement-là. Puis, moi, je me souviens très précisément là où ma vie a complètement changé. C'est pour ça le trigger warning. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, je vous conseille de changer de podcast. On va quand même rentrer un petit peu dans les détails, mais pas trop. Fait que, dans le fond, c'est... tu sais, moi, j'étais dans le sous-sol, j'écoute un film, j'écoute le film de Cendrillon étant mon film favori, que j'écoutais quand même très, très, très souvent. Nos 2 familles étaient ensemble et... dans le fond, c'est mon agresseur, il était en bas avec moi, puis c'est là où que tout a commencé. Pendant que je suis en train d'écouter le film, il commence à faire des attouchements et tout, puis à ce moment-là, je sens que c'est pas normal, mais en même temps, j'ai pas d'expérience face à ça. Est-ce qu'un gars a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ces comportements-là? Je le sais pas, je comprends pas trop. Mais rapidement, la façon qu'il me regarde, ses mains, je me rappelle encore de ses mains tremblotantes, pleines de sueur, vraiment moites. Puis à ce moment-là, il dit... c'est notre secret. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais je n'étais pas sûre encore de comprendre où ça s'en allait, tout ça. Moi, je pensais que c'était une fois, puis que c'était fini. C'est quelque chose qui n'est pas correct qui se passe parce que lui, il veut que ça soit secret. Oui, puis tu le sentais dans tout son corps. Tu sais, un corps qui touche, mais qui est comme vibre, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais qui tremble, puis que les mains sont comme moites. Tu réalises qu'il y a de quoi de pas normal, tu sais. Puis tu sentais son inconfort à lui aussi. Puis c'était vraiment bizarre. Puis là, finalement, chaque fois que je le voyais dans des parties de famille, que je le voyais, il jouait beaucoup, il était beaucoup dans phase de comme policier. Tu sais, je t'attache les mains dans le dos, tu peux plus bouger, puis moi, je fais ce que je veux. Fait que pour moi, l'homme était associé à le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Moi, j'ai pas le droit de dire non, j'ai pas le droit à rien faire. Je fais juste abdiquer. Puis là, plus que les agressions devenaient intenses, plus que j'étais inconfortable. Puis, on a comme un chalet familial où que là, ça a comme vraiment pris une autre ampleur. Puis, tout le monde était parti au lac. Lui, il a décidé que cette soirée-là, il voulait comme essayer d'aller plus loin et tout. Puis, moi, je lui ai vraiment dit d'arrêter. Parce que là, je sentais que je n'étais pas bien dans cette position-là. Puis, il m'a dit que j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Puis, il avait proposé de jouer un jeu à vérité-conséquence. Puis, normalement, dans le vérité-conséquence, tu as ce qu'on appelle ambulance. Ambulance, ça veut dire que je refuse de faire l'action ou de dire... T'avais le droit... J'ai jamais joué de même. T'as normalement le droit à une ambulance. OK.
Puis là, moi, il m'avait demandé, c'était 3 différents types d'agressions sexuelles. Et moi, j'ai dit ambulance. Genre, je refuse que tu me touches, je refuse que tu m'embrasses, je refuse que tu fasses ça. Puis il a dit, ben, c'est parce que t'as pas le droit. T'as pas le droit. Puis si tu dis ambulance, ben, j'ai le droit de faire les 3. Fait que là, à ce moment-là, moi, j'ai comme compris que j'en avais plus de pouvoir. J'en avais plus, puis c'était... Cet homme-là, il a le droit de faire ce qu'il veut sur toi. Mhm. Puis à ce moment-là, j'avais tellement peur de lui que je me suis créé une nouvelle identité. Fait que j'avais comme Sophie, la fille cool dans la famille qui lui parle, qui l'aime, qui l'apprécie, puis qui va vers lui. Puis t'as la Sophie qui est terrorisée vers lui. Mhm. Tu sais, je donne un exemple. Un moment donné, on était dans un party de famille, puis mon père a dit « Hey, Sophie, peux-tu aller me chercher une bière en bas? » Moi, par le temps que je suis arrivée en bas, lui, il m'attendait là, dans le coin. Là. Il était bandé, il m'attendait dans le coin, puis il a dit Avoue que t'aimes ça, me sentir dur, non, non, non. » Puis là, il m'embrasse, puis il me touche, puis tout. Puis il était là. Mais comment il savait que je m'en venais en bas? Il suranalysait tout ce que je disais, ce que je faisais, ce qui se passait dans mon environnement. Fait que moi, je suis comme devenue un peu psycho, là. Là, j'avais peur de sortir, j'avais peur de le voir, j'avais peur d'être dans la même pièce que lui. Fait que là, j'essayais de me tenir plus avec ma grande sœur. Tu te sentais comme une proie dans une cage. Oh mon Dieu, tellement, tellement, tellement. Puis dans cette famille-là, nous, la valeur familiale, elle est super importante. Fait qu'on se voyait entre 8 puis 12 fois par année. Genre, on se voyait presque tous les mois parce que les fêtes et tout, c'était super important. Fait que moi, j'abdiquais, j'acceptais ça. Mais avant chaque partie de famille, je vomissais. C'était instantané. Fait que moi, la vision que j'avais de ma famille, c'est mon Dieu, Sophie est tout le temps malade. Sophie, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? C'est ses parents, tu sais, peut-être qu'ils lui ont donné des trucs à manger ou, tu sais. Fait que mes parents se faisaient beaucoup accuser du fait que j'étais souvent malade. Puis mes parents, eux, ils étaient vraiment impuissants à faire comme, hey, sérieux, ça n'a comme pas d'allure. Puis moi, j'en voulais à mes parents. La petite Sophie, elle disait, ben voyons, papa, maman, vous le voyez pas? Vous le voyez pas que moi, chaque fois que je vais dans des événements familiales, je suis malade parce que je suis pas bien. Je vous le dis, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Mais eux, ils le voyaient pas. Ils le voyaient pas parce que je le nommais pas, puis c'était juste, ben Sophie est tout le temps malade. Fait que pourquoi là, on le verrait? Ouais. Fait que, tu sais, avec du recul, mes parents s'en ont énormément voulu, mais tu sais, c'est pas de leur faute, je leur en veux plus. Cette personne-là, ton agresseur, est-ce que c'était quelqu'un de... Tu sais, ça enlève pas du tout qu'est-ce qu'il a fait, ni rien, mais ça l'excuse pas, mais est-ce que c'était quelqu'un comme de physiquement plus grand que toi, plus musclé que toi, plus fort que toi? Fait que ça Absolument. contribuait à cette espèce de sentiment de comme, tu sais, je Absolument. peux physiquement pas me débattre, ou Ouais. tu sais, je peux pas m'échapper ici, il me retient, ben... Ouais. Oui, C'est c'était un gars très imposant, très grand. Tu sais, lui, à l'âge de 12 ans, il avait déjà son 6 pieds. Là, tu sais. Il était... Mais moi, j'ai une famille très grande en général. Là. Ouais. Tout le monde est presque 6 pieds plus dans ma Mhm. famille. Fait que oui, les gens étaient très grands. Puis lui, ça a été très clair que j'avais de la misère à me défendre. Puis à un moment donné, c'est que c'est venu à un autre niveau. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais parlé à personne. En fait, c'est que il me textait, puis il y avait dans ce temps-là MSN. Puis il me demandait déshabille-toi devant la webcam, fais ça, enlève ta brassière, ouais. touche-toi, fais ci, fais ça. En tout cas, il y avait plein de trucs comme ça. Puis éventuellement, c'était je veux que tu fasses des shows à la cam pour d'autres hommes, d'autres gars. Puis là, il va me demander, puis t'en as fait combien de shows aujourd'hui? Puis il me valorisait par ça. OK. Puis j'avais tellement peur de le décevoir Puis parce tu le faisais. que, oui, parce qu'il me menaçait de partager des photos, de mettre des choses. Mais ces menaces, ils les auraient jamais mis en exécution sûrement. Mais moi, dans la tête d'une petite fille de 7-8 ans, je savais pas qu'il serait pas capable de le faire ou qu'il le ferait pas. Fait que là, les années ont continué à avancer, puis à chaque année, ça allait un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus intense, un peu plus intense. Fait que là, je voulais plus vivre, moi. Je voulais plus, là. Ça marchait pas, là. C'était souffrant, ça faisait mal. J'étais même plus dans mon corps. Mon corps m'envoyait des signaux, je le respectais pas. Fait que j'étais vraiment pas bien. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'avais à peu près ça, 13, 14 ans. Puis, on était les deux tout seuls dans le chalet, puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, c'est quoi ton problème? Je suis comme, tu m'aimes-tu, genre, pourquoi tu me fais subir ça? Puis lui, de me dire, hey, tu te rappelles quand t'avais 7 ans, puis tu disais que tu savais pas c'était quoi l'amour, puis que tout ça, il dit, ben je voulais te faire croire en l'amour, puis je voulais faire croire, tu sais, je voulais pas que tu sois triste, puis là, j'étais comme, voyons,
J'avais 7 ans. Je me faisais beaucoup intimider à l'école. Puis moi, je me suis confiée à toi en me disant que tu allais m'aider à à passer au travers ces années-là plus difficiles de la petite fille qui rentre dans une nouvelle école parce que je venais de déménager. Puis au lieu, toi, t'as fait non. Cette fille-là est tellement malheureuse, elle se fait intimider. Ben, sais-tu quoi? Je vais profiter d'elle. C'est ça. Fait que il a littéralement profité de moi. Et après ça, quand je lui ai dit que c'était fini, que moi, je voulais plus jamais que ça l'arrive, qu'il est en train de me détruire, que j'ai plus le goût de vivre à cause de lui, puis tout ça, cette soirée-là, il a fait pire que jamais. Il a été encore plus loin. Fait que c'est là que la petite fille de 13-14 ans s'est dit « Hey, sais-tu quoi? Tu peux dire non, tu peux pousser, tu peux faire ce que tu veux, mais il t'écoutera pas. » Ouais. Il t'écoutera pas, il s'en fout de toi. Fait que quand que je me fais apprendre à l'école, on dit quelqu'un t'agresse, te touche ou t'as pas le consentement, tu dis non, tu le pousses, tu le frappes. J'ai tout essayé. Je l'ai repoussé. Je l'ai tassé. Il me réveillait d'ennui en me mettant des doigts dans la bouche. Il me mettait ma main sur ses ondes à lui. Tu sais, il faisait n'importe quoi. Il m'obligeait à faire des choses que je voulais pas. Fait que ça a été un 7 ans atroce. Moi, je l'ai souvent dit qu'il m'a volé mon enfance. Puis je suis pas en train de dire que j'ai pas eu d'autres beaux moments dans mon enfance avec ma famille, avec des amis, puis tout ça. Je fais juste dire que la petite fille de 7 à 14 ans était tellement prise dans ce monde-là d'abus, de violence et d'agression qu'elle voulait plus vivre. Elle était tannée. Elle avait mal. Elle avait tellement mal. Puis j'avais peur d'en parler à mes parents parce que c'est là que quand tu vieillis à 14-15 ans, tu fais « Eh, Christ, si j'en aurais parlé à 7 ans, ça serait jamais arrivé. Ça serait jamais continué. » Fait que là, c'est ta faute. Tu vis de la culpabilité internalisée parce que tu te dis, là, les parents ils vont me dire pourquoi ça fait 7 ans que t'en dire ça, puis on t'a pas fait confiance, puis là, on va se sentir mal à cause de toi. Et voilà. Puis là, le dire à mes parents, c'est de faire comme ben là, on n'a pas bien fait notre rôle parental, là, il va culpabiliser, puis là, après ça, ils vont être tristes, puis là, moi, je vais me sentir mal de leur en avoir parlé. Fait que moi, j'avais déjà tout anticipé ce qui s'en venait, puis ce qui me faisait le plus peur, c'est la famille, parce que c'est un membre de la famille. Fait que là, la famille allait éclater. Fait que là, je voulais pas briser la famille, parce que dans ma tête, c'était de ma faute à moi. Puis là, c'était comme, ouais, mais tu sais, Sophie, t'as mis un maillot de bain cette journée-là, fallait que tu t'en attends. Ouais, mais Sophie, tu sais, t'as mis une robe, tu sais, oui, mais il faisait chaud, puis je suis bien en robe, puis j'aime pas ça, avoir des trucs serrés autour de moi. Ouais, mais tu l'as mis, cette robe-là, tu sais. Fait que c'était tout le temps des choses de même que je me disais, ben, c'est ta faute. T'avais vraiment comme la culture du viol internalisée. Ouais, absolument. Vraiment, vraiment. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé de pas en parler. Puis c'est à peu près vers l'âge de, je dirais peut-être 18 ans, que quand je suis rentrée au cégep, j'ai rencontré un homme. Puis moi, souvent, j'évitais les hommes à cause de mon androphobie. Ouais. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Mon père, je l'associais beaucoup, ben de un, c'est un homme, fait que je l'associais beaucoup au danger. Fait que quand mon père, étant plus petite, étant un père extrêmement bienveillant, altruiste, drôle, le fun, rentrait dans ma chambre, puis qui ferait pas mal à une mouche, il venait s'asseoir sur mon lit, puis il me demandait, par exemple, comment était ta journée, comment tu vas, tu sais, je vois que tu es distante, que tu pleures beaucoup ces temps-ci. Moi, dans ma tête, je me disais, Sophie, fais juste répondre oui à toutes ces questions et répondis n'importe quoi, puis le plus vite que tu vas répondre à ces questions, le plus vite tu vas sortir de ta chambre. Mais pourtant, il m'aurait jamais touché puis il aurait jamais fait mal. Mais pour moi, mon père, c'est un homme, puis les hommes, c'est dangereux. Fait que ça, c'est comme mon souvenir de toute mon enfance avec mon père, c'est je veux qu'il m'évite, je veux pas qu'on passe de temps ensemble. Fait que pour lui, il l'a senti des fois, puis ça a dû être difficile pour lui de vivre avec tout ça. Juste pour finir, fait que là, à 14 ans, c'est l'épisode que tu le verbalises vraiment bien comme non, là, c'est assez. Oui. Et comment ça se termine avec ton agresseur? Ben là, à ce moment-là, lui, je pense qu'il commence à avoir, il y a une copine ou il y a une blonde ou quelque chose comme ça. Puis dans ma tête, je me dis, ben ça va arrêter parce que ben, là, tu sais, au niveau sexuel, il va être comblé, tu sais, tout va être réglé. Puis là, à ce moment-là, cette soirée-là où il a été plus loin que jamais, je me suis réveillée, je me suis levée après que lui se soit endormi et j'ai été vomir aux toilettes parce que, là, oublie ça, là, c'était décomposition totale. Puis moi, à ce moment-là, j'ai fait, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là. La vie est finie.
des idées noires, j'en avais, là. J'en avais à côté parce que là, je le savais que ça l'arrêterait pas. Mhm. Puis il n'y a plus rien qui l'arrêterait. Parce que si le jour que je te dis que je veux que ça l'arrête, puis que ça me fait mal, puis que je suis pas bien, puis que toi, tu vas une coche plus loin, moi, je veux pas continuer à vivre ça. Là. Moi, je viens de te le nommer à quel point tu es en train de me détruire. Ça sert à rien que je te dise que j'aime pas ça puis je veux que ça arrête. Exactement. Ouais. Fait que tout ce qu'on m'a enseigné à l'école, le consentement, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Je t'ai dit non plein de fois. Tu m'as pas écouté. Fait que à ce moment-là, mais ça a fini pas parce bien. qu'il s'est fait une blonde? En fait, il s'est fait une blonde. Ensuite, moi, je voulais que ça passe comme sous le radar avec ma famille. Fait que quand on nous invitait, mettons, faire comme « Hey, OK, on va-tu en famille, mettons, à mon cascade ou d'un glissade d'eau? » Moi, je disais oui. Puis là, c'était tout le temps des contacts physiques. Tu sais, mettons, sa blonde partait aux toilettes, puis là, il va me prendre sur le côté, puis va dire « Ah, t'es vraiment belle en maillot de bain, tu me fais bander. » Tu sais, il y avait tout le temps des petits commentaires. Il pouvait m'écrire sur le téléphone pour dire que je lui manquais, puis j'étais comme « Mais c'est tellement pas correct envers comme ta blonde. » C'est bien dégueu, là. Moi, je pensais que ça allait arrêter à cause de ça. Moi, là, écoute, je le connais pas. Ça me tente pas de le connaître. Mais je veux juste dire, genre, si t'écoutes ça, t'es vraiment dégueulasse. Ouais. C'est dégoûtant. Ouais. Ouais, vraiment. C'est vraiment dégoûtant. Ouais. Ça va contre toutes les valeurs qu'on devrait avoir en tant qu'homme puis en tant qu'humain.